Bienvenue dans ce nouvel épisode du Keep on Talk, le podcast des mangaka. Moi c'est Keops, je suis passionné de manga et d'écriture et je suis fondateur du Keep on Dream, un collectif qui a pour but d'éditer des jeunes auteurs de manga. Dans ce podcast, je reçois des artistes qui viennent nous parler de manga bien sûr, mais aussi de leur parcours, de leurs inspirations et tout plein d'autres trucs, alors installez-vous confortablement. Aujourd'hui, j'ai très hâte de recevoir notre nouvel invité, mais juste avant de commencer l'épisode, sachez qu'ils sont tous enregistrés en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions à nos invités en vous abonnant à la chaîne du Keep on Dream. Et si vous voulez en savoir plus sur notre collectif, rendez-vous sur le site keepondream.com. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite un très bon épisode. Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode du Keep on Talk. Aujourd'hui on reçoit Trickster, un nouvel auteur du Keep on Dream qui vient de nous parler de son manga. Salut Trickster, première question et pas des moindres, comment ça va ? Ça va très bien même, très bien. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui tu viens nous parler de ton manga Mekamendi. Est-ce que tu peux nous le pitcher en quelques mots ? En quelques mots, ça va être très compliqué parce que moi je ne sais pas faire ça. Il faut toujours 3 heures pour dire des trucs. Mais je vais essayer de faire bref. C'est donc une histoire qui se passe dans un univers post-apocalyptique. Une catastrophe a eu lieu, on ne sait pas ce que c'est. Et dans cet univers, les humains ont prohibé les technologies, qu'ils craignent beaucoup parce qu'ils jugent qu'elles sont responsables du cataclysme qui a eu lieu. Et parmi ces humains vivent des cyborgs qui sont pourchassés justement puisqu'ils sont des êtres un peu de technologie de très haute qualité. Et donc l'héroïne et son grand-père sont deux cyborgs qui tentent de survivre dans ce monde hostile. Ok. Tadadam. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce manga ? Ça fait longtemps, depuis 2017, donc 6 années. L'été 2017, donc presque 6 ans. On va fêter les 6 ans, on va dire ça. Et donc aujourd'hui tu sors le tome 1 via Ulule, donc avec une campagne de financement participatif. Exactement. En fait, je publie Mekamendi au sein du Keep on Dream, édité par le Keep on Dream. Et donc, on a commencé le 3 mai la campagne pour le financement du tome 1, qui est arrivé au 100% aujourd'hui, enfin plus même à 123% à l'heure où je parle, et qui se termine le 3 juin. Donc, ce qui est sûr, déjà, la bonne nouvelle, c'est que quand même, le tome sera imprimé. Ouais, Ouais, c'est ce que ça, j'allais dire, ça c'est sûr et certain. on a déjà dépassé l'objectif, et même le premier palier, puisque comme tu disais, on est environ à 2500 € là. Donc les contributeurs ont déjà débloqué un chapitre bonus. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de la suite ? Est-ce qu'il y a encore des objectifs à aller chercher ? Il y a encore des objectifs à aller chercher. Le prochain palier, il est donc à 130%, c'est 2600 €. Et donc là, les contributeurs verront la couverture améliorée. Il y aura un vernis sélectif métallisé donc sur les personnages pour donner vraiment une impression de cyborg, quoi, de machine avec des reliefs, des couleurs, du brillant et tout. Et ensuite, il y a un pack à 150%, je crois que c'est 3000 €. Donc il y aura une couverture alternative dessinée par un autre auteur du Keep on Dream, et puis qui s'appelle Neil. Et puis après, à 200%, donc 4000 €, on réalisera une sorte de mini-documentaire en quelque sorte sur la manière dont je travaille, à l'image en fait de ce qu'on a fait pour la présentation de la campagne. On a fait un espèce de petit trailer un peu sympa où on est venu filmer chez moi pendant que je dessinais et tout. Peut-être on en parlera tout à l'heure. Bah, justement, j'allais t'en parler tout de suite, Yes. parce que, comme tu disais, avec la campagne, il y a aussi une vidéo bande-annonce Ouais. qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur les campagnes du Keep on Dream où on avait jusque-là des trailers animés. Là, c'est une vraie, c'est vraiment filmé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la conception de la vidéo ? Ouais, bah justement, moi j'avais envie de changer un peu des trailers qu'on avait pu faire auparavant pour les autres campagnes. Enfin, même si MH, déjà, l'auteur de Gogo Golden Voice, il avait fait un truc un peu original avec une sorte d'animation animée et tout. Et sinon, après, on était plutôt sur des trailers où on animait des planches, comme on avait pu faire pour le numéro 22 ou autre. C'est Neil, pour le citer, qui Exactement. faisait ça. Qui faisait un gros boulot d'ailleurs là-dessus. Et moi, j'avais envie de faire un truc un peu différent, et j'aime bien ce genre d'images où on voit des gens qui dessinent ou des trucs comme ça. Je regarde un petit peu ça sur YouTube. Et donc, ça m'intéressait de pouvoir faire la même chose pour la campagne de Mekamendi. Et en plus, comme je suis au traditionnel, je trouve que ça permet de faire des bonnes images, et j'avais un peu ça en tête. Et puis on avait fait déjà une première vidéo avec la personne qui a fait le montage.
dans un cadre complètement anecdotique, mais la personne en question travaille dans le journalisme, Aliénor. Enfin, elle fait des études de journalisme. Et du coup, bref, elle m'avait demandé si elle pouvait venir chez moi pour faire des images pour un exercice à faire en cours. Et j'avais trouvé que c'était assez cool ce qu'elle avait fait. Le rendu était bien. Et donc, je m'étais dit, ça me chauffe de partir là-dessus pour faire un truc, une vidéo de présentation de la campagne. Et donc l'idée c'est si jamais on atteint le dernier palier annoncé pour le moment, ce serait de faire ça sur une vidéo beaucoup plus longue. C'est ça, dans l'esprit un peu de ce que font les Japonais, enfin de ce que font les Japonais, en tout cas de ce que fait Naoki Urasawa, je crois que c'est ça son nom, si je me trompe c'est pas grave, mais l'auteur, un auteur mangaka très connu qui a fait notamment Monster. Et donc lui il fait des vidéos où il installe chez des auteurs tout un tas de matériel informatique, enfin pas informatique mais de captation vidéo et de son. Et donc il les filme pendant à peu près une semaine, quoi, le temps qu'il réalise un chapitre d'un manga. Et puis après, ils regardent ensemble les images et ils commentent sur les manières de travailler. Donc on voit un peu comment chaque auteur fait chez lui, c'est quoi son originalité, quel matériel il utilise et tout et tout. Et moi je kiffe regarder ce genre de trucs. Et du coup je m'étais dit ça pourrait être sympa de faire un peu la même chose, mais voilà, toute proportion gardée quoi, mais... Et donc avec Aliénor qui viendrait filmer un mois chez toi. Exactement, voilà, qui va filmer pendant que je mange des pâtes, enfin ça va être bien quoi. Et donc on a parlé des paliers, mais il y a aussi les contreparties avec la campagne. Donc Ouais. comme d'habitude, les gens peuvent choisir différents packs. Qu'est-ce qu'il y a comme contrepartie avec le manga? Alors il y en a pas mal de différentes, on a fait 7 packs. Premier pack 15 €, tu as le manga qui sera au format Perfect Edition, pour ceux qui voient ce que ça peut être, par exemple pour Dragon Ball ou pour Full Metal Alchemist. Et puis bien sûr pour Gogo Golden Voice pour ceux qui l'ont. Premier, enfin pas premier mais deuxième manga édité chez Okade. Et puis donc 15 €, ensuite tu as un pack à 20 €, tu as le tome avec une dédicace. Ensuite tu as un pack à 40 € où tu as le tome avec la dédicace, enfin évidemment les contreparties précédentes quoi à chaque fois. Et notamment une boîte de protection et qui est aussi une boîte d'exposition en fait, plus que ça, c'est-à-dire une espèce de boîte un peu plastique avec un socle personnalisé dans laquelle tu peux mettre ton tome. Et comme ça, tu peux l'afficher dans ta bibliothèque, c'est assez stylé. Ensuite, il y a un pack à 60 € avec tout ce que j'ai dit précédemment et un shikishi couleur. Shikishi, pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc traditionnel japonais pour faire des illustrations. Après, tu as un pack à 100 € avec tout ce que j'ai dit avant, plus une planche originale du manga, avec des trames posées à la main et des textes écrits à la main. Puis tu as un 150 € tout ce que j'ai dit avant, plus une veste personnalisée. Et en fait, la veste que porte Mandy dans un des chapitres du manga. Ok, c'est quoi l'idée avec cette veste? C'est d'avoir une veste un peu cosplay du manga? C'est d'avoir une veste de tous les jours? C'est un mélange des deux, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire, à la fois, moi, mon idée quand même de base, ça serait que ce soit une veste que les gens peuvent porter tous les jours. En fait, c'est un bleu de travail, mais un petit peu personnalisé, mais discrètement personnalisé. Donc, ceux qui connaissent reconnaîtront, mais les autres prendront cette veste pour le bleu de travail d'un garage américain des années 70, quoi. D'accord. C'est ça un peu mon idée. En Pour rapport que... avec l'atelier qu'on retrouve dans le manga, donc où Exactement. travaillent les deux personnages, quoi. C'est ça, parce que les deux personnages principaux, Mandy et Albert, leur couverture en quelque sorte, on pourrait dire ça, c'est de travailler dans un atelier, une sorte de garage en fait. C'est des garagistes. Ou Mandy, c'est une garagiste. Albert, le grand-père, c'est plutôt le gérant du garage. C'est lui qui gère l'administration et tout. Mais en fait, il n'y a pas qu'un garage. Il y a un garage, mais il y a aussi un motel et un fast-food qui s'appelle le Fast Tool, que quelqu'un a habilement trouvé. Et donc il y a une veste personnalisée que porte Mandy et que les contributeurs pourront avoir. Et enfin, dernier pack à 200 €, tout ce que j'ai dit précédemment, plus une illustration format A4 personnalisée en couleur. Voilà. Ok, et personnalisé donc je crois que c'est avec le contributeur ou la contributrice. Ouais, c'est ça. Les personnes me disent un peu ce qu'elles veulent. Donc, soit elles veulent des personnages de l'histoire, soit elles veulent que je les dessine eux, par exemple, dans un décor en particulier, ou avec, pourquoi pas, un revêtement cyborg, ou des choses comme ça. C'est vraiment, c'est personnalisé, quoi. Ok. Et maintenant qu'on a parlé des paliers, des objectifs, des contreparties, etc., Ouais. toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans la campagne ou qu'est-ce que tu attends le plus?
Ah, c'est une bonne question, ça. Ce que j'attends le plus, c'est le... Moi, ce qui me fait... Mon petit kiff, c'est d'aller voir le matin et le soir où on en est. D'accord. Ça me fait... C'est con, hein, mais du coup, je vais vérifier tous les jours. Avant d'aller au travail, en revenant, quoi. Exactement. Où est-ce qu'on a... Ce qui est un peu débile parce que je me couche... Du coup, en ce moment, je travaille beaucoup sur les planches, donc je me couche très tard. Et donc, en général, quand je me lève le matin, en fait, pendant la nuit, personne n'a eu une espèce de moment de folie pour aller acheter tout d'un coup les tomes de Mecha Mandy. Ce serait tout à fait bizarre. Donc, en fait, en général, il n'y a pas de changement entre le matin et le soir quand je me couche. Mais je vais quand même voir. Et après, ce que j'en attends, moi, ce dont j'ai envie, c'est évidemment que ça aille le plus loin possible. Et puis c'est cool de voir un peu la hype, parce qu'en fait quand on lance le truc, par exemple l'idée de la veste, moi c'est un truc qui me faisait vraiment envie. J'avais envie de faire cette veste, et mais aucune idée de savoir est-ce que ça va marcher ou pas. Enfin tu vois, j'ai pas sondé les gens, j'en sais rien. Moi ça me fait kiffer. J'ai dans l'idée que c'est plutôt un beau cadeau, mais je sais pas si ça va marcher. Bon il s'avère que ça marche bien. Et que Je là, crois on qu'il est y a presque. 7 ou 8 personnes qui l'ont C'est pris. ça, on est presque en rupture de stock. On avait limité à 10 vestes pour ce palier. Et finalement, là, on est même pas à la moitié de la campagne et il y en a déjà presque plus. Donc, c'est trop cool. Voilà, moi, Mais il faut dire qu'il y a eu un gros démarrage. Il y a eu donc l'objectif à 100% était à 2000 euros. Et je crois Ouais. qu'en une journée, les 1000 euros étaient déjà dépassés. Et le week-end, 2-3 jours après le lancement, on était déjà autour des 1500, 1600, 1700, quelque chose comme ça. Donc c'était Ouais, dingue. c'est ça. On est allé très très vite autour des 70%, quoi. Et en moins d'une semaine, l'objectif réalisé, quoi. En une semaine tout pile, en fait, je crois. On a dû commencer le mercredi, enfin, on a commencé le 3. Et le mercredi qui a suivi, on était au 100%. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça réussisse aussi vite? Non. Pas du tout. Enfin, j'avoue, là aussi, c'est pareil. Enfin, c'est difficile de se faire une idée, donc on imagine à peu près tout et n'importe quoi. J'espérais que ça se passerait le mieux possible, mais après, j'avais aucune référence en tête, donc je savais pas trop si il y aurait du monde ou pas, si ça intéresserait les gens ou pas de soutenir mon manga, bref. Bon, après, j'en avais parlé évidemment autour de moi, hein, mais entre l'enthousiasme que les gens peuvent afficher et après le fait de faire un don, c'est pas la même chose évidemment. Donc vraiment très très surpris, mais très agréablement surpris de l'enthousiasme qu'il y a eu dès le départ. Pour info, à l'heure où on enregistre, là, on est à plus de 40 contributeurs. Ouais. Donc c'est génial aussi. Et tu disais là que tu te couchais très tard parce que tu faisais des planches. Ouais. Et justement, tout à l'heure, tu disais que le manga avait 6 ans. Donc c'est un bel événement pour fêter un peu Mhm. l'anniversaire qu'avoir le tome papier. Mais donc, ce n'est pas le manga tel quel que les gens vont recevoir. Ouais, exactement. Parce que quand j'ai intégré le collectif du Keep on Dream, j'ai fait d'abord un one-shot pour ce manga. Donc c'est ça, on va dire, à partir de là que je me suis vraiment mis. J'avais fait un premier one-shot dans mon coin, peut-être on en reparlera, mais j'avais fait un premier one-shot dans mon coin, mais c'était pas encore exactement l'univers tel qu'il est aujourd'hui avec les persos et leur chara design actuel. Mais du coup, quand j'ai intégré le collectif, vraiment, j'ai fait ce premier one-shot. Et puis après, je suis parti sur le chapitre 1. Et là, à ce moment-là, j'étais vraiment un petit peu fougueux, un petit peu intrépide. Et moi, je voulais dessiner beaucoup, 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 beaucoup. Mais du coup, je m'investissais très peu dans le scénario. J'allais trop rapidement, sans trop y réfléchir. Donc j'ai fait beaucoup de pages. Et puis ensuite, le temps a passé, il y a eu un petit ralentissement, peut-être on en parlera aussi, mais... Et donc j'ai eu le temps, en fait, en quelque sorte, ça a eu le temps de redescendre et j'ai eu le temps d'avoir un peu de recul sur ce que j'avais déjà fait. Et en fait, il m'est apparu qu'il y avait beaucoup de choses qui me satisfaisaient plus. Et donc, j'ai voulu, quand j'ai appris que le tome allait sortir, ben évidemment, j'ai voulu repenser beaucoup, beaucoup de choses pour que ça colle un petit peu plus à ce que j'avais envie de présenter comme manga. Et donc, j'ai décidé de refaire des chapitres, et notamment de refaire des chapitres du début, chapitres 2 et 3, qui sont vraiment des créations, des chapitres qui n'existaient pas avant. C'est pas des chapitres que je remanie. C'est pas je remanie les anciens chapitres, c'est vraiment j'en crée de nouveaux. Et donc c'est ça que je suis en train de dessiner actuellement pendant ce mois de campagne. Ça représente une soixantaine de planches, je crois, c'est ça? C'est ça. Enfin un petit peu moins en vérité pour les deux chapitres, mais 60 planches c'était les deux chapitres que je refais et puis après, enfin que je crée plutôt.
Et après, justement, bah, il y a quand même quelques planches que je dois refaire dans les chapitres qui suivent, puisque du coup, bah, je dois tenir compte des nouveautés ou des changements que j'apporte avec la création de ces 2 nouveaux chapitres. Donc il y a des petits ajustements à faire et en tout, ça fait une soixantaine de planches. Et ça te permet aussi de les faire en live pendant la campagne? Ouais, c'est ça, d'animer. Bah là, à l'heure où on est en train de parler, je suis en live et je suis en train de faire une planche. Mais oui, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça me permet d'animer un petit peu les réseaux, d'être présent, de peut-être montrer aussi comment je travaille. Sachant que, bon, je l'ai souvent dit, mais c'est vrai que sinon, le manga, c'est quand même un truc très solitaire, en fait. T'es là chez toi sur ton manga dans ton coin tout seul, et puis t'as pas tellement de retours, tu dessines tes planches, t'es tout seul, bref. Donc c'est assez solitaire et c'est cool justement bah, d'avoir comme ça l'occasion, grâce par exemple à Twitch, de partager un petit peu avec les personnes qui lisent ce qu'on fait. Et justement aussi via la campagne de financement de voir un peu d'avoir un nombre de déjà tu sais qu'il y a un nombre de lecteurs qui vont prendre ton tome et vont le Ouais, lire aussi. mais complètement, parce qu'encore une fois, en fait, en tout cas, moi j'ai très peu d'idées de qui lit vraiment ce que je fais, qui lit le manga, qui suit. Bon, il y a les réseaux, je vois un peu, j'ai X followers et tout, mais bon, c'est assez. Il y a plein de gens que tu peux follow et que tu connais pas vraiment ou dont tu fais pas vraiment très attention au travail. Donc voilà, là, ça me permet de voir un peu des gens qui sont intéressés et c'est assez mystérieux pour moi de me dire qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les intéresse là-dedans, mais j'en suis très content. Ok. On essaye d'en parler à chaque fois quand on reçoit des gens qui sont en campagne ou qui ont fait des campagnes de financement participatif. Toi, est-ce que donc tu aurais des conseils évidemment pour les gens qui veulent en faire des campagnes pour faire financer leur projet? Est-ce que par là, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une équipe derrière? Comment est l'organisation? Est-ce qu'on s'y prend un mois avant, 2 mois avant? À quoi il faut penser, etc. Ouais. Alors oui, moi j'ai la chance de pas être tout seul et d'avoir une équipe derrière, puisque je suis membre du Keep on Dream, donc c'est l'équipe du cadet enfin, en tout cas dans le cadet, il y a des membres qui s'occupent de ça. Et ce qui quand même vraiment soulage vraiment beaucoup, quoi. Je sais qu'il y a plein d'autres auteurs indés qui font ça de leur côté. Voilà, je me rends compte du coup à quel point c'est du taf en plus pour eux. Et inversement, je me rends compte comment moi c'est confortable pour moi de pouvoir me concentrer exclusivement sur le dessin. Alors bon, évidemment, je suis quand même en discussion avec, donc en l'occurrence, toi Keops et puis Dax qui s'occupe de la page. Évidemment, on discute, hein, parce que je suis quand même, moi, je suis très exigeant, et, surtout quand ça concerne, bah, là, par exemple, mon manga. Donc je veux que ce soit vraiment nickel à chaque fois, donc je fais gaffe à tout. Mais oui, voilà, c'est vraiment du taf et c'est quand même un taf dont moi je peux me dédouaner, ce qui est quand même très confortable. Donc, si les gens veulent faire des campagnes, moi je leur invite, non, pas à s'y prendre un mois à l'avance. Je pense qu'il faut s'y prendre beaucoup plus tôt. Euh, Surtout, ça dépend de ce qu'ils veulent préparer, mais nous on s'y est pris trop. Moi j'avais un emploi du temps que je m'étais fait moi-même, que j'ai évidemment pas su tenir, mais très précis sur vraiment comment fallait que je m'organise, qu'est-ce que je devais faire. Il y a beaucoup d'illustrations à faire pour la communication, des trucs comme ça. Et voilà, non, vaut mieux s'y prendre trop à l'avance, quitte au final à avoir fini plus tôt que ce que tu avais prévu, que l'inverse évidemment. Donc moi j'inviterais les gens à s'y prendre vraiment le plus tôt possible. Faut dire que dans le planning, par exemple, euh, c'est quelque chose comme ça fait à peu près 6 mois qu'on travaille, 6 mois donc avant le lancement, hein. Ouais, exactement. Qu'on travaille dessus, vraiment réunion, commencer à faire les visuels, le brainstorming, les contreparties, etc. Mais après sur le planning, parce que nous on doit prendre un planning plus gros, vu qu'on en a plusieurs, là ça fait 9 mois ou un an que c'est décidé, que c'est acté, que ce serait plutôt cette Ouais. période-là. Mais ouais, effectivement, il y a bien 6 mois de travail. Mais après, là, pour le dire, parce que pour être dedans,
Ce qui est bien aussi, c'est que toi, tu avais à peu près tout de prêt au moment du lancement. C'est-à-dire que toutes les premières illustrations, tout ce qui concerne la communication, la page, etc., c'était quand même prêt au moment du lancement. Donc ça permet d'être plus à l'aise et plus tranquille. Ouais, bah, moi, pour le coup, tu vois, je parlais du planning que je me suis fait. Mon planning, il commençait en janvier pour une campagne en mai. Donc 5 mois à l'avance, quoi. J'avais prévu 5 mois pour faire toutes les illustrations, etc. Et normalement les pages, mais bon, bah, j'ai pas terminé toutes les pages, mais c'est pas grave. Donc ouais, ça demande vraiment de l'organisation, quoi. Et encore, nous, je me dis, au cadet, on n'en est pas à notre première campagne. Donc on m'avait déjà un peu mâché le travail, au sens où on m'avait dit, bah voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut comme type d'illustration. Il en faut tant, de telle taille pour aller à tel endroit sur la page Ulule et tout. Donc c'est quand même, ça aide aussi. Et voilà, et donc encore une fois, je m'y suis pris 5 mois à l'avance. Et il faut penser aussi qu'il y a pas que l'avant, il y a aussi l'après. Donc une Ouais. fois que la campagne est réalisée, il va falloir préparer les dédicaces, faire les packs, les envoyer aux gens, assurer la sortie aussi du tome, etc. Donc c'est pas qu'un travail. Il faut pas se dire il y a avant, il y a pendant la campagne, et puis après c'est terminé, c'est financé. Non, il y a tout le après, bien évidemment, qui est aussi chargé en travail finalement. Ouais, ouais, ça j'avoue que l'après, je n'y pense absolument pas. Pour l'instant, mais en fait, le temps, c'est un peu, comment dire, il s'est pas arrêté, mais disons que moi, là, j'ai en tête uniquement le 3 juin. Je ne vois rien sur ce qui va se passer après. Pour Faut le dire l'instant. d'ailleurs, la campagne finit donc le 3 juin. Ouais. T'as prévu quelque chose? Alors j'ai prévu des petits lives, hein, évidemment. J'ai prévu des lives tous les mardis, déjà jusqu'au 3 juin, où je suis sur le Twitch du Keep on Dream pour ancrer des planches. Et puis après, le jour J, j'aimerais aussi faire un live. Alors je sais pas trop comment la forme qu'il va prendre, j'avais quelques idées, je vais pas trop en parler. Parce que comme je suis pas sûr de moi, bah, pour l'instant je laisse un peu un suspense. Mais oui, l'idée c'est quand même de marquer le coup en faisant un petit event. Sachant que là, maintenant, comme on a passé les 100%, voilà, on sait que la campagne est un succès, donc évidemment, il va falloir fêter ça. Et justement, maintenant qu'on sait que la campagne a déjà atteint les 100% et donc que le manga va sortir, Ouais, et en plus, ce mois de mai, la dernière campagne du cadet qui était Golden Voice, Emash est en sortie dans les librairies actuellement, ouais. en dédicace, etc. Toi, quand tu vois ça et que tu sais maintenant que ton manga va sortir, Mhm. qu'est-ce que ça te fait de voir ça et est-ce que tu commences à te dire ah ouais moi aussi je vais passer en librairie, etc. Eh bien, oui, je me dis ça. Mais déjà, en fait, l'année dernière, à peu près à la même période, justement pendant l'été, euh, on avait été faire des dédicaces. Bon, enfin, on avait fait un salon déjà. J'avais participé à, comment ça s'appelle? Pictasia, une convention à Poitiers avec le cadet. Il y avait toi, Keops, il y a un membre du cadet qui était avec nous à l'époque, qui bat. Et donc on avait fait la Pictasia et déjà moi c'était ma première expérience de convention en tant qu'exposant, première fois que je faisais des dédicaces, des trucs comme ça. Ce qui était quand même vraiment pour moi tout à fait nouveau mais que j'avais beaucoup aimé. Et puis ensuite à l'été, justement au mois de mai-juin, on avait fait des dédicaces avec MH, donc l'auteur de Golden Voice. On était allé dans des librairies. Et ça avait été aussi pour moi vraiment très très cool. C'était une des premières fois que je faisais ça. Première fois en librairie. Et oui, oui, ça m'avait déjà beaucoup plu. Et donc forcément, je m'étais un peu projeté, comme on avait déjà le calendrier un peu des sorties en tête. Je me disais, bon, bah, il y a un moment, il va y avoir mon manga qui va sortir. Et je vais me retrouver dans cette situation à faire des dédicaces dans les librairies pour mon manga. Ça va être incroyable. Et là, quand je vois MH, bah, fortiori, je me dis vraiment pressé, très pressé d'y être, quoi. Super. Bon, maintenant qu'on a parlé de la campagne, on va revenir Ouais, sur le manga en lui-même. ouais, Mais juste avant, on va essayer de comprendre un peu tout le chemin avant que Mekamendi ne sorte de ton esprit. Et donc, yes. on va commencer par le commencement. Quand est-ce que tu as commencé à dessiner des histoires? Eh bien, moi je dis souvent que en fait, je n'ai jamais arrêté de dessiner des histoires. Donc en fait, j'ai commencé quand j'ai commencé à dessiner comme tous les enfants de 3 ans. Parce que tous les enfants dessinent. Ça, c'est un truc. Par ailleurs, j'ai pas précisé, mais auteur n'est pas mon métier. Et pas encore en tout cas. Donc, par ailleurs, je suis psychologue.
Et donc, bref, en psychologie, le dessin, c'est un média qui nous intéresse beaucoup. euh, Parce que, bon, déjà, parce que les gens expriment beaucoup de choses dans ce qu'ils font, et en particulier les enfants. Et les enfants, ils sont pas très, c'est difficile d'avoir accès avec eux à leur imaginaire par la parole. Donc, on passe par des médiations, et notamment, on passe par le dessin. Et le dessin, c'est un truc qui est universel. Les enfants du monde entier, en tout cas, à ma connaissance, on disait ça quand je faisais mes études, mais les enfants du monde entier dessinent. Quelle que soit la culture, quel que soit le lieu où ils sont, etc. Puis même, je pense, l'humain en général, c'est-à-dire, enfin, quand on parle des premiers hommes, on parle des grottes de Lascaux, voilà, enfin, bref. Il y a vraiment ce côté, ça passe par la représentation ou par la figuration. Et donc, sauf qu'il y a un moment où il y a un âge où les enfants arrêtent de dessiner, qui est un moment où, autour de 10 ans à peu près, un peu avant, je crois, ils ont accès à la... Enfin, en gros, ils veulent que leur dessin ressemble à ce qu'ils voient dans la réalité. Ils veulent que ce soit réaliste. Et sauf que du coup, bah, c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils savent pas dessiner et donc ils arrêtent parce qu'ils sont dégoûtés. Et il y en a quelques-uns, on va savoir pourquoi, mais ils arrêtent pas. Et moi, c'est mon cas. J'ai pas arrêté de dessiner. J'ai continué et bon bah du coup, à force de continuer, bah, j'ai fini par progresser. Puis j'ai rencontré le manga, ce qui est quand même été un moment important. Et partant de là, ben, j'ai commencé à vouloir un peu reproduire des choses que je voyais dans des planches, des personnages, etc. Mais déjà dès le départ, oui, j'ai toujours, ça a toujours été des représentations, soit de petites histoires très très courtes, soit par exemple je voulais représenter des personnages que j'avais en tête parce que je jouais dans la cour de récré avec des copains et que voilà, on inventait des jeux et que du coup fallait je voulais dessiner le bonhomme que j'avais en tête, que je m'étais inventé par exemple. Donc déjà, c'était pour représenter des espèces d'histoires que j'avais en tête, en quelque sorte. J'ai jamais fait des dessins pour faire des beaux dessins. C'était des dessins pour raconter des trucs. Et est-ce que ça prenait la forme déjà de... Il y avait des cases, des bulles? C'est arrivé assez rapidement. Enfin, moi, j'ai des souvenirs en CM2, j'ai souvenir d'un pote à moi qui avait fait une espèce de BD en faisant des dessins et puis sur des feuilles A4 qu'il avait agrafées entre elles, je crois. Et ça m'avait parlé, donc j'avais fait un peu la même chose que lui. J'avais un peu copié en fait, hein, mais il faut croire que c'était la bonne idée parce que, ben, en fait, j'ai continué de faire ça. Est-ce qu'à cette époque-là, quand tu commences à justement avoir ton copain qui lui fait des petites BD en A4, qu'il agrafe, etc., Mhm. que toi tu commences à faire des cases, des bulles, est-ce qu'à cette époque-là tu lis déjà de la BD ou du manga ou du comics ou pas du tout? Alors, je lis pas de manga, ça c'est sûr. Je l'ai découvert plus tard le manga parce que à l'époque donc je connais pas le manga. Par contre, je connais les animés. Je connais Dragon Ball. Mais je connais Dragon Ball mais je sais pas que c'est un manga avant d'être un animé. Mais juste par contre, j'ai des cassettes à la maison, j'ai des cartes Dragon Ball. Mes frères et sœurs mes grands frères et sœurs regardent Dragon Ball. Mais voilà, moi je sais pas que c'est un manga. Et puis par contre, je lis de la BD, ouais. Je sais pas qu'est-ce que j'ai commencé par lire exactement, mais des trucs, enfin, je me souviens du petit Spirou, de Kid Paddle, des trucs comme ça, quoi. D'accord. Et quand t'es en fin de primaire, là, début du collège, on est à quelle année à peu près? On est en 2000. D'accord. Donc on a eu Dragon Ball, etc., qui est tous les premiers dessins animés manga en France. Mhm. Et puis à cette époque-là, si je me trompe pas, début des années 2000, on a une nouvelle vague d'animés qui arrive avec tout ce qui est Yu-Gi-Oh, Shaman King, etc. Ouais, alors moi, pareil, je vais pas trop les voir en animé, D'accord. ceux-là, parce que vraiment Dragon Ball, j'ai vu ça parce que mes frères et sœurs, donc mes grands frères et sœurs connaissaient, regardaient, et du coup, je sais pas si comment c'est arrivé, si c'est eux qui en ont parlé à mon père ou quoi, mais bref, en tout cas, il avait acheté des cassettes de Dragon Ball, donc on avait les films, bien sûr, et puis des trucs que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais à une époque, il y avait, enfin si, je pense que ça doit exister, les espèces de trucs de merde où t'as un numéro un qui sort, un fascicule, t'en as un, je sais pas, toutes les semaines ou tous les mois, et puis t'as une pièce de la Tour Eiffel, et à la fin, t'as la Tour Eiffel en entier, tu vois. D'accord, ouais. Ben, là, c'était pareil, mais version Dragon Ball, avec des cassettes Dragon Ball, et c'était l'arc-bout. Donc vraiment la fin, quoi.
Et mon père avait acheté ça, donc on avait eu toutes les cassettes, sauf d'ailleurs c'était tout à fait rageant pour nous parce que il avait loupé un numéro, donc il y avait une cassette qu'on n'avait pas, donc genre je sais pas, il devait y avoir peut-être entre 4 et 8 épisodes par cassette, et c'était tous les épisodes de la fin. Donc en fait on n'avait pas la scène où Boo se faisait tuer. D'accord. Et donc moi pendant longtemps je comprenais pas, tu vois. Vraiment on avait le combat de Boo, puis après il y avait le dernier Budokai Takeshi là, enfin le championnat du monde avec Oob. Mais sauf qu'on n'avait pas vu la scène où Boo se faisait battre. Donc on ne savait pas comment Boo était mort. Et, Est-ce et que tu puis, savait qu'il manquait un épisode ou est-ce que tu te en disais vrai, mais c'est je bizarre? ne sais pas quand est-ce que je m'en suis rendu compte. Ok. Je suis pas sûr que je m'en suis rendu compte tout de suite. Qu'on n'avait pas, ouais, qu'il nous manquait une cassette, tu vois. Je sais plus exactement. Et ouais, bah, on avait les cassettes comme ça, mais du coup, ouais, on n'avait pas enfin, j'avais pas de manga papier. D'accord. Et après, à la télé, moi, on n'avait pas le câble et tout, donc il y avait des animes à l'époque, mais fallait avoir le câble, fallait avoir Canal Satellite ou des trucs comme ça pour voir sur, je sais plus comment elle s'appelait, mais il y avait une chaîne qui diffusait un peu des animes. Donc nous, on n'avait pas ça, donc je pouvais pas voir d'anime. Et en fait, on m'a prêté un tome. Enfin, j'ai dû acheter un Dragon Ball déjà. Je crois que mon frère avait acheté un Dragon Ball. Donc là, j'ai découvert que c'était un manga avant d'être C'était un la anime. révélation aussi? Bah, pas tant. Enfin, je sais pas, j'ai pas le souvenir que ça m'ait tant marqué. Est-ce que tu t'es dit que l'anime venait du manga ou que le manga était une adaptation de l'animé? Ah non, je pense que je me suis quand même, je sais pas, j'ai dû savoir. Enfin, dans mes souvenirs, j'ai l'impression que je savais que ça venait de là d'abord. D'accord. Mais je suis pas sûr à 100%. Après, je me souviens que quand même, du coup, je connaissais pas du tout l'histoire de Dragon Ball puisque j'avais commencé par Boo, quoi, et par la fin. Et du coup, on avait des cassettes avec les films, quand même. Et je me souviens que quand je voyais les films, je ne comprenais pas pourquoi Sangoku il se transformait pas en Super Saiyan. Parce que pour moi, il pouvait toujours le faire. Et donc, je voyais des films où il le faisait pas et on se disait avec mon frère, mais il est débile, quoi. Qu'est-ce qu'il attend pour sortir sa transformation? Bon, et un jour, donc on a découvert, enfin moi j'ai découvert Dragon Ball du coup, et et oui, et donc quelqu'un m'a prêté des tomes de Shaman King, mon voisin de l'époque. Et là j'ai vraiment surkiffé. Là. Vraiment j'ai kiffé. Déjà j'ai kiffé le dessin parce que je trouvais que c'était vraiment très très stylé. Et après, j'ai kiffé l'ambiance où je trouvais que c'était beaucoup plus. En fait, c'était quand même assez violent, mine de rien, mais enfin, il y a un peu de sang dans Shaman King, ce qui n'est pas du tout le pire manga en termes de violence, mais voilà, il y avait quand même un petit peu de violence. Et je sais pas, ça m'a parlé. J'étais un ado, je devais avoir envie de voir un petit peu de la bagarre. Et il y en avait dans Shaman King, ça m'a plu. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser au manga. Mais pareil, pas beaucoup plus. Enfin, voilà, j'avais lu un peu Shaman King, j'avais vu qu'il y avait un animé. J'ai commencé à regarder l'animé, je trouvais ça cool, mais sans plus, sans trop chercher à savoir davantage. Et il y a un jour, mais je pense que j'étais au lycée déjà, je devais être au lycée. Il y a un pote à moi qui est passé chez moi avec des épisodes qu'il avait téléchargés de Bleach. Et il m'a dit, vas-y, viens, on regarde, tu vas voir, c'est cool. Il m'a raconté vite fait l'histoire. On a repris, on était en plein milieu de l'arc Soul Society. Enfin, au début de l'arc, quand Ichigo il arrive à la Soul Society et qui se bat contre Ikaku. Et j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est absolument génial. Et puis c'était le début de YouTube et il y avait les épisodes qui étaient sur YouTube et Dailymotion. Donc là, j'ai commencé à regarder Bleach. Et puis là, j'ai découvert Bleach, donc j'ai découvert Naruto. Donc j'ai commencé à regarder Naruto. Puis le temps passant, mon frère s'est mis à One Piece. Il m'a dit, regarde One Piece. J'ai commencé à regarder One Piece. Et là, c'était la dégringolade. Ok. Et donc c'est comme ça que tu t'es mis vraiment, t'es spécialisé manga un peu dans tes Ouais, lectures et dans tout ce que exactement. tu regardais, quoi. Mais c'est arrivé du coup assez tard en fait, hein, en y repensant là, c'est vraiment arrivé autour du lycée et puis quand j'ai commencé mes études supérieures. Et pendant tout ce temps-là, tu continuais à dessiner tes histoires de ton côté. Ouais, alors je dessinais pas du tout comme aujourd'hui, hein. C'était vraiment de toute façon très épisodique, par-ci par-là, je prenais une feuille, je faisais vite fait des personnages. Je me souviens que au collège, en art plastique, ça m'était arrivé de rendre des planches en quelque sorte. Donc j'avais découpé des cases quoi et inventé des personnages pendant le cours et que je faisais dialoguer, mais voilà, je dessinais
Assez peu, où je dessinais en cours pour pas m'ennuyer. Ok. Mais c'est tout, quoi. Il n'y avait pas d'histoire du tout construite, avec un scénario très précis, ou je sais pas, il y avait des, il y avait des, il y avait des designs de personnages que j'aimais bien. Je me souviens d'un personnage dont j'aimais bien le design. Et du coup, je le redessinais souvent. Mais ce personnage n'avait pas d'histoire, je sais même pas s'il avait un prénom. D'accord. Et justement, quand tu dessines des personnages aujourd'hui, comme tu dis, il n'y avait pas de nom, pas d'histoire, etc. Est-ce que tu pars d'abord sur un design ou est-ce que tu pars d'abord sur une nécessité, sur une idée, sur un objectif pour le personnage, quelque chose comme ça? En général, je pars plutôt sur un design. Ça dépend en fait, c'est compliqué. Ça dépend en fait de l'importance du personnage dans mon histoire. Parce que maintenant, du coup, quand je dessine, en général, quand même, bah, évidemment, j'ai en tête mon manga. Donc, je me dis, et j'ai en tête des personnages, mais je sais pas forcément à quoi ils ressemblent, mais qui vont intervenir à tel ou tel moment, ou qui auront telle importance dans l'histoire, ou qui appartiennent à telle faction de l'histoire, par exemple. D'accord. Et donc j'ai un peu ces personnages en tête, et c'est des espèces d'archétypes hein, pour moi. Mais ensuite, ben, va falloir leur donner un physique. Donc ça, c'est plutôt pour les personnages importants, on va dire, ceux qui ont un rôle à jouer dans l'histoire. Et après, quand c'est des personnages un peu plus random, bon bah là, je peux me faire plaisir et je vais plutôt partir de leur design. Ok. Alors, donc tu finis le lycée, tu obtiens ton bac, Ouais. et là, qu'est-ce que tu fais? J'obtiens un bac S et je vais en école de psycho à Paris pour devenir psychologue. Euh, à l'époque, euh, À l'époque, je voulais faire de la philo, mais je me disais que c'était pas trop un métier, philosophe. Et donc, je m'excuse par avance. Et, euh, et je me suis dit, vas-y, je vais aller en psycho. J'avais souvenir que justement en philo, ben, il y avait des cours sur Freud et la psychanalyse. Ça m'avait intéressé, donc je me suis dit, je vais aller faire ça. Et en fait, c'est vraiment là que j'ai commencé à dessiner, de manière vraiment beaucoup plus intense, Parce que tu avais du temps libre parce que je dessinais en cours. ou Parce parce que que tu t'ennuyais? Non, même pas en plus, ça m'intéressait beaucoup, ce qu'on faisait. Mais je, 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 je me souviens d'une fois, une prof qui avait raconté que parfois, c'est des espèces d'activités que des gens font pour pouvoir se concentrer. D'accord. Et bon, ça me plaît de raconter que c'est ça. Et que c'était pas de l'ennui. Donc on va dire que c'était ça. Mais donc voilà, là j'ai commencé à dessiner beaucoup. Et puis, en fait, attends, je suis en train de me dire, alors j'essaie de me rappeler, mais en fait je me rends compte que quand même, la première fois où j'ai commencé à me dire, je vais faire un manga et créer vraiment une histoire, c'était justement entre les deux. C'était à ma rentrée entre la terminale et l'école de psycho. Pendant l'été, je me souviens un peu de dessins que je faisais. Et c'était parti de dessins en fait. J'avais dessiné des bonhommes et j'avais commencé à les faire se bagarrer, mais pareil, ils n'avaient pas d'histoire et tout. Et puis, du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais leur inventer une histoire. Et donc, j'ai commencé à vouloir faire une BD. Entre-temps, j'avais fait des espèces de petites fanfictions sur des personnages de Naruto, soit que j'inventais, soit des personnages réels que je mettais dans des situations originales. Et voilà. Mais donc là, c'est à l'été, tu vois, je me dis, vas-y, je vais faire un premier manga et je vais vraiment inventer tout du début à la fin. Et là, j'ai fait l'erreur que font tous les gens enfin beaucoup de gens, quand ils débutent comme ça. C'est que moi, j'avais en tête des mangas fleuves, des Naruto avec je sais pas combien de tomes. Et je me suis dit, bah, je vais faire un manga comme ça. Très très long, avec plein de développement et plein de personnages et plein de super pouvoirs et plein d'arcs et des laps de temps où il va se passer je sais pas combien de tomes, puis après il y aura un laps de temps de 2 années pendant lesquels les personnages s'entraînent et tout. Bref. J'étais parti très très loin et je me suis lancé là-dedans. Et bon, mais mine de rien, j'ai dessiné pas mal, hein. Je pense que je dois avoir quelque chose comme peut-être 7 chapitres à peu près de cette histoire. Donc c'est pas rien. Mais ça m'a pris du temps. J'ai beaucoup dessiné ce truc-là. Mais voilà, et à l'époque, je j'utilisais pas encore d'ancrage. Je faisais que du crayonné. Parce que tu savais pas ancrer ou... Parce que non, mais en fait, pareil, je pense que j'ai mis du temps à comprendre que le manga, ça s'ancrait. Tu pensais que t'allais Je avoir des assistants qui allaient te... Non, mais je sais pas, en fait, j'y réfléchissais pas du tout. C'est marrant parce que en fait, c'est évident, je veux dire quand tu vois une planche, bah tu vois bien que c'est pas juste du crayonné, que il s'est passé un truc entre les deux. Mais je sais pas, je me posais pas la question. Et je ressentais pas le besoin de faire davantage que de juste dessiner mes planches
au crayonné, quoi. Puis un jour, je sais pas, je me suis dit, ah, mais en fait, les auteurs japonais, ils encrent leurs planches. Et donc, bah, vas-y, moi aussi, je vais essayer de faire ça. Et donc, j'ai ancré un peu, puis j'ai fait un one-shot que j'ai ancré entièrement, que j'ai scanné, j'ai mis des trames, j'ai fait des textes. Et donc, mais là, c'était déjà plus la même chose. C'était plus mon histoire sur laquelle je m'étais lancé quand j'étais en psycho. Est-ce que c'était dans l'idée de le proposer au lecteur? Est-ce que c'était que pour toi? Est-ce que tu avais déjà des Non, idées? c'était que pour moi à l'époque. J'avoue que je connaissais pas trop les trucs de publication, les mangas draft, etc. J'ai dû découvrir justement à ce moment-là, en fait. À partir du moment où j'ai commencé peut-être à me renseigner un petit peu plus sur les vraies techniques des mangaka, quoi. Comment est-ce qu'on fait vraiment un manga? Comment même on fait du découpage de planches? Parce que moi, je faisais ça, mais j'en savais rien, en fait. Donc je faisais ce qui m'avait l'air cool. Mais j'avais pas du tout de technique en tête, de règles sur le sens de lecture, comme le fait qu'il faille penser à la manière dont l'œil du lecteur va se déplacer sur ta page. Enfin, bon, tous ces trucs-là, j'avais aucune connaissance de ce qu'il fallait faire. Donc, d'ailleurs, mon découpage, il n'était pas très très beau, mais bon. Et en tout cas, ouais. Et en fait, après, ouais, je sais pas comment exactement j'ai découvert ça, mais qu'on faisait de l'ancrage, qu'il existait Manga Draft et tout. Et à partir de là, je me suis dit, quand j'ai commencé, justement, quand j'ai fait mon premier one shot, et j'étais assez content du résultat final, ça m'avait quand même assez enthousiasmé. Enfin, je trouvais ça valorisant en fait d'être allé au bout de ce truc. Bah, je me suis dit, bah, let's go, j'ai envie d'en faire d'autres. Et donc, mais comme j'ai un peu une tendance à, je passe rapidement d'un projet à un autre. Et donc, ben, très vite, je me suis dit, ok, bon, c'était bien, c'était marrant, hop, je fais quelque chose de nouveau. Et sans, justement, encore sans nécessité d'avoir des retours ou des choses comme ça sur le premier que t'as fait, quoi. Bah, le premier que j'ai fait, je pense que personne, hormis mon frère, euh, personne n'a jamais lu. Ouais, c'était secret. Enfin, c'est pas secret, mais parce que je sais pas, genre, je sais pas que je veux le cacher, mais c'est que ouais, j'avais pas en tête qu'on allait le lire. Je l'ai fait plutôt pour moi. Et mais après, par contre, les autres, je les ai publiés. Et eux, ça m'intéressait de voir, je sais pas, ben, d'avoir des retours, de les publier justement sur Manga Draft, de partager sur les réseaux, de demander aux gens ce qu'ils en avaient pensé, ce que je pouvais améliorer, Ok. etc. Et donc là, on est toujours pendant tes études. Là, on est... Non, là, on n'y est plus. Là, j'ai fini mes études. D'accord. Là, on est en 2015 à peu près. On est en 2015 et en fait, oui, c'est ça, c'est important parce que toujours revenir aux choses concrètes et matérielles. On est en 2015 et je sors d'études et je n'ai pas de travail. Et je suis pas extrêmement motivé pour trouver du travail. Et il s'avère que j'ai la chance d'avoir des ressources financières qui font que je suis pas contraint par la nécessité. Donc j'ai pu prendre un peu du temps pour moi. Et justement, bah, j'ai utilisé ce temps à ce moment-là pour dessiner. Pour dessiner, je me suis dit, c'est là que j'ai fait ce fameux one-shot que j'ai ancré pour la première fois et puis scanné avec trame, texte et autres. D'accord. Et donc là va arriver un événement important, un voyage. Ouais, alors avant ce voyage, déjà, j'investis quand même beaucoup Enfin, je commence à faire plein de one-shots. Plein de one-shots différents. J'achète une plume G, j'achète des feuilles spéciales, je découvre qu'il y a pas très loin de chez moi à Paris une librairie où ils vendent plein de matériel de manga et tout. Donc je me dis ok, voilà, je commence à m'équiper. À peu près au même moment, je découvre les lives sur YouTube, je crois, ou Twitch, je sais plus, de Renaud Lemaire. D'accord. Donc là, je vois aussi comment on travaille, quoi. C'est quoi une vraie planche? Auteur de Dreamland, hein, bien Auteur de évidemment. Dreamland, ouais, pardon, je n'ai pas précisé, mais... Et donc, là, ça me choque grave. Donc là, je commence à me renseigner vraiment sur, ok, il y a des auteurs français, comment on fait, c'est qui, comment ils travaillent, c'est quoi leur salaire. Enfin, je m'intéresse concrètement vraiment à qu'est-ce que c'est que d'être mangaka en France. Parce que pour toi, là, ça devenait du sérieux et tu te disais peut-être qu'il y a la possibilité Ouais, d'en en fait, faire mon travail. ça m'a effleuré l'esprit. Je me suis dit, franchement, je commence à y penser. Je commence à y penser un peu. Et donc, voilà, puis après, je commence à travailler quand même. Je suis pas resté au chômage trop longtemps. J'ai trouvé du travail, mais je travaillais à mi-temps. Et je travaillais en plus, donc à la fois, il y avait un côté dans un boulot de psy. Hein. Je travaillais dans un hôpital de jour. Bref.
Mais je travaillais aussi à côté, pour gagner un peu d'argent, dans une boutique de vêtements juste à côté de chez moi. Je faisais de la vente, donc rien à voir avec mes études. Est-ce que il faisait des vestes bleues de travail par hasard? Non, il n'en faisait pas. Ah, ça aurait été super. Ça aurait été super. Mais non, non, il n'en faisait pas. Mais je raconte ça parce que le gérant était un mec vraiment très très cool. Et il n'y avait pas toujours beaucoup de monde dans sa boutique. Et donc, moi, pendant que j'étais là-bas, il y avait une salle dans le fond et je ramenais mes planches et je dessinais des planches pendant mon temps de travail. Et lui, il était très cool comme mec et il était très intéressé. Donc, il me faisait beaucoup de retours sur ce que je dessinais et tout. Donc ça m'a fait un espèce de premier public en fait. Mais des retours intéressants en plus, des trucs constructifs. Et il me disait parfois des conseils même sur... lui il faisait pas de BD du tout, hein, mais il me disait, là je sais pas, le découpage je trouve ça bizarre, que t'aies positionné ce personnage à cet endroit dans la case et tout. Bon, il était vraiment assez intéressant. Mais donc à ce moment-là, ça m'a donné beaucoup beaucoup de temps pour pouvoir dessiner. Et donc ouais, j'ai commencé à me dire, j'aimerais bien peut-être en faire mon métier. Et j'ai fait plein de one-shots en me disant je vais m'essayer dans plein d'univers différents. Et notamment j'ai fait un premier one-shot sur l'univers de Mekamendi, mais qui était assez différent à l'époque, qui était plus jeune, plus shonen et tout. Et puis ensuite je découvre sur les réseaux le Keep on Dream, qui est un collectif que je ne connaissais pas à l'époque, mais je découvre ce qu'ils font. Et je me demande si je connaissais pas déjà un peu avant. D'ailleurs, je crois que j'avais déjà lu leur magazine, mais je suis pas sûr. Et notamment, ils organisent un concours pour intégrer le collectif sur le thème du rêve, donc la Dream Cup 2. Et donc, je me dis, ok, je participe. Je participe à ce truc-là. Et donc, je fais mon petit one-shot, je l'envoie. Et un peu avant, je vais les rencontrer à la Japan Expo. Je pense que c'était toi, Kéops, hein, que je vois. Mais handicapé que je suis de la relation, je dis un genre de bonjour, puis en fait je traîne autour et puis je me repars. C'est sans doute pour ça que je n'ai aucun souvenir de cette première rencontre. Enfin, Oui, j'ai un vague souvenir de quelqu'un, mais c'est-à-dire, je suis passé plusieurs fois, puis au bout d'un moment je me suis vraiment arrêté, j'ai dit oui, c'est moi Trickster, j'ai participé à la Dream Cup. Voilà. Et c'était une brève rencontre. Et finalement, du coup, à ce moment-là, bon, c'était en juillet donc, et quelques semaines après, je partais au Canada, à Montréal plus exactement. Et, euh, et puis, une fois là-bas, je vais obtenir la réponse qui va me dire que je suis pris au Keep on Dream. Je fais partie des deux, il y a eu deux gagnants, et j'en faisais partie. Et donc, j'ai intégré le collectif à ce moment-là, et donc, Keops, le rédac chef m'a dit est-ce que tu fais un one shot pour commencer et après une série, et puis est-ce que tu veux reprendre ton truc sur le rêve ou bien tu veux faire autre chose. Et donc moi j'avais ce petit one shot de Mekamendi en tête que j'avais bien aimé, et puis j'étais à Montréal, donc dans les Amériques, sur le continent nord-américain. Et donc c'était quand même une ambiance, et déjà Mekamendi se passait dans cette ambiance là. Il y avait ça, il y avait le fait que je venais de jouer à Final Fantasy XV et que j'avais grave envie de partir aussi sur ce genre de délire-là. Un genre de désert un peu dans les ambiances américaines. Ça me plaisait. Et puis, peut-être on va en parler après, mais il y a le fait qu'à l'époque, j'ai aidé quelqu'un dans un projet qu'il avait qui est en lien avec la question des robots, de l'intelligence artificielle, etc. Et donc tout ça combiné m'a donné envie de reprendre ce projet-là, Mekamendi, et voilà. sachant qu'à la base, le one shot, c'était quelque chose de complètement différent, que ce soit au niveau par exemple, de Mandy, de son comportement, mais même de son dessin. Ouais, le dessin était très différent. C'était plus comique. J'avais voulu vraiment je trouvais que j'avais un dessin qui était peut-être trop, je sais pas si réaliste c'est le bon mot, mais enfin si, en tout cas j'essaye d'avoir quelque chose d'un peu réaliste. Mes personnages sont pas très déformés, ils ont pas trop des têtes cartoonesques, etc. Et puis du coup justement j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau. Au final j'en suis un peu revenu, c'est assez marrant parce que même quand j'ai fait le one shot, le Dream Maker, mes personnages, je les voulais un peu shoneniques. Et puis finalement, maintenant, quand j'ai vraiment commencé à dessiner Mekamendi, bah, ils sont revenus à des dégaines un petit peu plus réalistes, avec des proportions d'êtres humains normaux. Et même au niveau de l'histoire, le Dream Maker que tu avais fait pour le concours, c'était quelque chose de très shonen aussi. Complètement. C'était un mec qui réalise les rêves, tout simplement. Enfin, tel que je l'avais imaginé, c'était une sorte de dieu,
et qui peut réaliser les rêves des gens. Et bon, j'avais imaginé toute une histoire quand même. Il y avait plusieurs chapitres et tout. Ça partait dans des trucs un peu plus épiques. Mais bon, je l'ai jamais dessiné. Mais parfois, j'y repense aussi. J'avais même pensé à une V2, à un moment où il y a eu une pause au cadet. Euh, j'avais repensé un peu à ce truc-là et j'avais imaginé peut-être le reprendre. D'accord. Bref, Parce que justement, donc tu gagnes la Dream Cup, ouais, tu intègres le Keep on Dream, on commence ouais. à parler de la série, et là, Et là, patatras, quoi. Là, c'est le drame, hein. Pas tout de suite, en fait, parce que d'abord, il va quand même y avoir un numéro, au moins un, peut-être deux, je sais plus, parce que le one shot va être publié. Il va être publié dans un numéro. Et puis, en fait, la hype, moi, j'arrive au mauvais moment, quoi. C'est-à-dire que je pense que le KD existait, enfin, t'en parlerais mieux que moi, hein, mais le KD existait depuis un certain temps, et voilà, il y a peut-être eu une baisse de régime ou je ne sais pas trop, mais en tout cas, pendant un moment, ça s'est interrompu. ouais, il y a une grosse pause d'environ. En fait, on est arrivé à un moment où tout le monde a. Il y avait beaucoup de membres de l'équipe qui passaient justement des périodes d'études, etc., aux périodes de travail. Puis on n'a plus de graphistes, donc personne Mhm. pour faire les numéros, et donc ça faisait chacun avait moins de temps, et en plus on n'avait personne de ce côté-là. Donc effectivement, il y a eu une pause d'environ 1 an et demi, 2 ans, hein, si je me trompe Oh, pas. bah ouais, c'est ça parce que donc moi j'intègre ça en juillet août 2017 et ensuite quand on relance, c'est en sortie du premier confinement Ouais, 2020. 2020. Donc ouais, c'est ça, ça a dû à peu près capoter en janvier 2018 et reprendre à l'été 2020 quoi. Donc ouais, ça a été une longue pause. Et moi, pendant ce temps-là, par contre, j'ai pas abandonné mon manga, mais simplement, bah, c'était plus publié avec le cadet. Mais c'est là où c'est ma période de rush, quoi. C'est-à-dire que j'ai dessiné 6 chapitres en l'espace d'une année. Donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup dessiné pour quelqu'un qui travaillait à côté, etc. Mais en fait, au détriment de l'histoire, hein, c'est ce que je disais. Et donc, voilà. Mais donc, bref, et ensuite, le temps a passé, puis finalement, on s'est recontacté, et puis le cadet a repris. Et donc, bah, j'ai relancé un petit peu le projet, l'histoire, et c'est là que du coup, le temps ayant passé, ben, forcément, j'avais changé, j'avais un peu gagné peut-être en maturité, et donc, ben, j'ai voulu euh, rechanger un certain nombre de choses de l'histoire, d'où les chapitres dont j'ai parlé tout à l'heure en plus. Et tu disais justement ce boulot-là qui te permettait d'être avec quelqu'un qui travaillait dans les intelligences artificielles, etc. C'est ça. Donc ça t'a inspiré pour le manga? Qu'est-ce En que fait, ça? ça m'a posé des questions, parce que donc à l'époque, quand j'y suis allé, j'étais en couple, j'avais rejoint la fille avec laquelle j'étais à l'époque, qui elle-même était à Montréal, enfin faisait des études là-bas. Et son frère vivait là-bas aussi, il travaillait là-bas lui. Et donc il travaillait dans une boîte de tech, enfin bon, peu importe. Mais il avait aussi ce projet du coup de faire un chatbot, donc une intelligence artificielle avec laquelle tu parles et qui aurait pour rôle de t'aider à réduire ton anxiété. Et sauf que bon, bah, le mec, lui, il travaillait dans la tech, il n'était pas du tout psychologue, par exemple. Il n'avait pas de connaissances en psychologie. Et donc, il avait demandé à sa sœur, et qui donc était ma copine de l'époque, et moi, quand j'étais allé là-bas, il m'avait demandé aussi si je pouvais l'accompagner là-dedans, donc j'avais accepté. Mais c'était un truc assez spécial pour moi, parce que ça me posait beaucoup de questions, notamment sur le plan éthique, et ça me paraissait, pour tout dire, assez absurde. Moi, je me disais, c'est absurde, tu ne peux pas remplacer un être humain. Enfin, le travail d'un psychologue, ça me paraît être vraiment le travail le plus humain, peut-être par excellence. Enfin, en tout cas, c'est de la relation, quoi. Et que vraiment, dans la relation, bah, rien ne peut remplacer un humain. Donc, je trouvais ça un peu bizarre. Mais en même temps, je me disais à moi-même, hein. Enfin, déjà, j'étais surpris par le fait que, manifestement, donc le frère de ma copine de l'époque ne trouvait pas ça complètement absurde. Ça avait l'air de lui sembler possible. Donc déjà, rien que ça, pour moi, c'était une question, mais une vraie question. Je me disais, mais comment ça se fait? Quelle représentation tu te fais d'un être humain et du travail d'un psychologue et de la relation pour pouvoir imaginer qu'une machine peut s'y substituer? Parce que Ça m'a... l'idée de base, ce serait par exemple d'avoir un logiciel ou un chat sur un navigateur où on vient
on est un petit peu anxieux, etc. On pose des questions, on discute, le robot, donc l'ordinateur nous répond, et ça Ouais. résout le problème. Ouais, enfin en tout cas ça résout pas. Disons que évidemment il y avait quand même quelques garde-fous. Enfin bon, après il s'y connaissait pas beaucoup, mais il disait que c'était plutôt une sorte de pour les anxiétés passagères ou les trucs comme ça, et que si jamais les gens avaient vraiment des problèmes plus sérieux, ben le chatbot il te dirait il faut contacter les urgences ou il faut aller voir un professionnel de santé, ou il y aurait un message qui te dirait que ça ne se substitue pas à un professionnel et tout. Donc il pourrait y avoir, tu vois, un petit peu comme ça des espèces de petites limitations, mais l'idée de base, c'était ça, ouais. C'était, je me sens pas très bien, je me connecte sur Messenger. Je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, à l'époque, ça a existé pendant un certain temps quand même. Je me connecte sur Messenger et là, je lui parle. Je lui dis salut, ça va, et il va me répondre salut, je suis le chat machin. Comment ça va depuis hier? Est-ce que tu es toujours aussi stressé? Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et donc, toi, tu lui réponds avec des réponses préprogrammées et il te dit des trucs à faire. Et notamment, il te donne des exercices à faire pour réduire ton stress quand tu es stressé. Et donc, et voilà, et donc moi, ça m'interroge beaucoup, tu vois. Je me dis, à la fois, ça m'interroge qu'on puisse penser que ce soit possible, mais en plus de ça, je me dis, moi, je peux pas juste me contenter d'avoir une espèce de réponse comme ça, un peu de principe, genre, bon, c'est de la technologie, c'est de la merde. Non, il va falloir que je réfléchisse. Il va falloir que je réfléchisse à pourquoi est-ce qu'un humain, qu'est-ce que ça a de spécial, un humain, qu'une machine peut pas avoir. Donc j'ai ça en tête comme question. Et c'est là que. Et en même temps, je travaille sur Mekamendi et je me dis, ben. Enfin, tout ça arrive à peu près au même moment. Je me dis, bah, c'est l'occasion justement de travailler cette question, de la mettre au travail, de me dire, qu'est-ce que c'est qu'être un humain? Et est-ce que, par exemple, est-ce que être un cyborg, c'est être un humain? Est-ce que se modifier, pas génétiquement, mais au niveau de son corps, quoi, d'ajouter des contenus informatiques à son corps, c'est encore être un humain ou pas? Et en même temps, je vais lire, du coup, bon, moi j'aime bien lire, j'avais parlé de la philo tout à l'heure, donc voilà, ça en dit un peu. Mais donc je vais lire des trucs sur le transhumanisme, qui sont des gens qui veulent modifier génétiquement les êtres humains ou implanter des puces dans le cerveau des humains pour améliorer leurs capacités cognitives, enfin des trucs comme ça, tu vois, mais des trucs sérieux, hein, c'est pas des gens, c'est pas des guignols, hein, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et qui font des recherches très très sérieuses et tout et qui produisent des théories très sérieuses. Et voilà, et donc bref, je me suis beaucoup intéressé à ces trucs-là et je me suis dit que j'allais parler de ça dans mon manga. C'est pour ça que tu fais le choix d'avoir une cyborg en héroïne. Ouais, c'est ça, c'est qu'en plus c'est mon héroïne. Donc c'est un sacré problème parce que, ben, puisque c'est mon héroïne, moi je suis pris d'affection pour elle, mais ça me pose des questions sur ce que c'est. Et puis en plus, bon, je peux pas trop spoiler, mais euh, le personnage enfin son grand-père, il a un rôle non négligeable dans la technologie en général, on va dire, ou dans le développement technologique. Et donc pareil, lui, j'ai voulu interroger un peu qu'est-ce que c'est d'être à cette place-là, d'être, je sais pas, quelqu'un qui aurait qui aurait participé à la création des grandes technologies, par exemple. Ok, et justement, quand tu vois aujourd'hui l'arrivée, par exemple, de ChatGPT Mhm. et tous ses dérivés, puisque c'est en train de s'améliorer à une vitesse folle, Mhm. l'arrivée de l'intelligence artificielle dans énormément de domaines, que ce soit dans le médical, dans le social, etc., est-ce que ça continue de t'interroger? Alors ça m'interroge un petit peu moins. Je pense que j'ai moins. Là, je raconte ma vie, mais euh, comme si je faisais pas ça depuis tout à l'heure. Ça m'interroge un peu moins parce que je pense que je m'intéresse à d'autres questions. Maintenant, je suis plus dans des trucs de politique et tout, même si ça a un rapport, parce que évidemment, il faudrait pouvoir peut-être justement politiser un peu ces questions autour de la technologie. Mais euh, justement, je les politise peut-être un peu plus qu'avant et j'arrête de les penser en soi en me disant est-ce que la technologie c'est bien ou pas bien? Plutôt que de me demander ça, je me dis c'est quoi les intérêts en jeu et à qui profite quoi? Et comment penser à une technologie différente, si tant est que ce soit possible. Mais cela dit, bah après oui, là quand je vois le chat GPT, ça m'intéresse quand même. Et puis même, tu vois, dans mon travail par ailleurs, de mon travail de psychologue, parce que euh, je vais pas tout raconter sur ce que je fais par ailleurs, mais dans un de mes travails, par exemple, il y a des gens, je travaille dans de l'aide à distance notamment, et ça passe notamment par du téléphone, mais ça passe aussi par du chat.
Bon, alors c'est pas pareil que le chatbot, parce qu'il discute pas avec un robot, il discute avec un être humain, mais Finalement, quand tu même. es devenu le robot. Exactement, je suis devenu le robot, tu vois. Mais c'est une vraie question, hein. Qu'est-ce que c'est que... Quel type de lien tu peux créer avec... Est-ce que tu peux créer du lien avec quelqu'un quand tu utilises un chat comme ça sur une ligne de santé mentale avec des gens que tu connais pas du tout? Parce que c'est pas pareil que d'envoyer un SMS à ton ami, tu vois, que tu connais par ailleurs et dont tu sais que voilà, tu connais ses réactions, tu peux, quand il t'écrit des messages, tu peux imaginer un petit peu le ton qu'il aurait pris ou le son de sa voix ou ce qu'il en pense ou par rapport à ce que tu sais déjà de lui. Mais quand c'est un inconnu, c'est bizarre. Donc voilà, finalement, je continue d'expérimenter un peu ce genre de questions dans mon travail. Et justement, comme tu parles de ça, moi ça m'interroge sur le fait que dans le collectif, avant, on marchait beaucoup par du textuel sur des logiciels de communication, sur du Discord, etc. Mhm. Et qu'est-ce que ça t'a fait justement est-ce que ça t'a fait bizarre ou pas de voir les personnes en vrai sur les conventions ou après quand t'as fait des conventions ou avec les nouveaux par exemple qui arrivent, qui parlent bah, dans le chat du Discord et après de les voir en vrai? Ouais, c'est une bonne Est-ce remarque. que ça joue sur les relations justement? Ben oui, moi je trouve carrément. Je trouve que même si c'est vrai que tu vois, par exemple, avant même qu'on se soit rencontrés tous les deux ou d'autres membres du collectif, c'est vrai qu'avec quand même des discords, bon bah voilà, on finit par se parler, mais ça compte quand même déjà d'entendre la voix. On finit par se parler et tout, et donc il peut se passer un petit peu des trucs, on peut créer déjà des premiers débuts de relations. Mais après, c'est sûr que quand on se rencontre pour de vrai, c'est autre chose. Quand, quand on s'était vu à... Putain, j'ai déjà oublié le nom de la ville, mais... Poitiers. à Poitiers, mais même avant, quand c'était vu chez toi, bon, bah, là aussi, ça avait changé quelque chose, je trouve. Quand tu rencontres des gens pour de vrai, c'est quand même autre chose. Enfin, après, moi, je viens aussi de mon temps, hein, de ma génération. Donc, peut-être que pour aujourd'hui, des jeunes qui ont 16 ans aujourd'hui, c'est pas pareil. Ouais. Mais moi, j'ai pas 16 ans. Donc, donc c'est sûr que je me rends bien compte, par exemple, en prenant juste cette expérience du cadet, que oui, passer par la rencontre irréelle, comme on dirait, c'est quand même autre chose. Et justement, pour reprendre un peu ce que tu disais sur les robots, sur le fait d'être humain, sur les cyborgs, sur Ouais. le génétiquement modifié, etc., on a quand même, alors c'est drôle parce que c'est un groupe musical que tu apprécies, mais on a quand même un groupe en France qui Mhm. s'appelle Daft Punk, qui a, qui a- Yes. qui a exploré à fond cette question-là dans tous ses albums jusqu'au dernier, où jusqu'au dernier, finalement, ils répondent un petit peu à la question. Bah, est-ce qu'ils répondent à la question? Je ne sais pas. En tout cas, ils apportent leur réponse. Et ils font un robot qui a envie d'être humain. En tout cas, moi, c'est ça que je comprends. Euh, mais, hum, mais oui, bah, ça fait partie des... Je sais pas si ça fait partie des inspirations, parce que ça serait un peu abusé de dire ça, mais en tout cas, ça fait partie des groupes que j'aime beaucoup. Et c'est sûr que quand je vois que tout leur thème, c'est un peu cette question, ça m'intéresse. Et c'est d'autant plus drôle que à l'heure où on parle actuellement, ils font maintenant des interviews soit filmées, soit pardon, à la radio ou des choses comme ça. Ouais. Vu qu'ils sont plus, que le groupe n'existe plus en vrai. Et du coup, maintenant ils expliquent un peu mieux toutes ces questions-là, vu qu'à l'époque, ils faisaient pas forcément, ils donnaient pas énormément d'interviews. D'infos, ouais. C'était surtout le contenu, la musique qui répondait ou qui posait des questions. Et donc pour revenir un peu à tout ça et à la production de Mekamendi, finalement après cette pause, l'aventure reprend donc comme tu l'as dit au premier confinement. Mhm. Une saison passe où il y a des numéros, des chapitres qui sont publiés de Mekamendi, etc. Et ensuite il y a une nouvelle saison où là maintenant donc c'est toi qui passe ou c'est plutôt Mekamendi qui passe en version papier. Dans l'ensemble, maintenant que ça fait du coup des années et qu'on arrive maintenant à l'édition papier, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté le Keep on Dream? À part de l'argent. Qu'est-ce que ça... Ouais, à part de l'argent, beaucoup d'argent, ouais, déjà pour commencer. Beaucoup d'argent et de la fame. Maintenant, les gens m'arrêtent dans la rue. Non, mais ça m'a apporté bah, énormément de choses, hein, mais en tout cas, sur le plan créatif, je pense que je vais parler de ça, mais euh, c'est un peu déjà ce que je disais tout à l'heure par rapport au live.
déjà, tu te sens moins seul. Parce que, encore une fois, le dessin, t'es vraiment seul. Et puis moi, en plus, je suis dans un milieu... j'ai toujours un peu fait ça dans ma vie, mais j'ai toujours un peu cultivé des positionnements dans les marges. Et donc, je suis dans un milieu où les gens lisent pas du manga. Mais moi, j'en lis. Où pendant longtemps, j'ai fait de la danse, alors que je viens pas du tout de la danse hip-hop. Et je viens pas du tout d'un milieu dans lequel c'est un truc qui se pratique. Mais j'ai fait ça. Et donc, à la fois, je sais pas, bon, encore une fois, je vais pas entrer dans le détail, mais là où ça a compliqué un peu les choses, c'est que du coup, ben, en fait, il y avait pas beaucoup de monde autour de moi qui faisait cette même chose-là, quoi. Donc, le cadet, déjà, ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté de me retrouver dans un collectif de gens qui partagent la même passion que moi pour les mangas, et même pas simplement pour sa lecture, mais qui en créent. Et puis après, ça m'a apporté tout un tas de... Alors déjà aussi, ce que je disais pardon tout à l'heure, sur la question un peu d'aide, on va dire, matérielle et concrète, quoi. C'est que la communication, les événements, les trucs comme ça, moi, il y a plein de trucs dont j'ai pas besoin de m'occuper. C'est toi, c'est Dax qui font ça. Donc ça, c'est quand même vachement aussi confortable. Enfin, ça permet de vraiment se concentrer et se focaliser sur ce qui moi m'intéresse, en l'occurrence dessiner mon manga. Et puis après, sur ce point-là, enfin, ça permet là aussi d'avoir un regard différent, parce que au-delà du fait éventuellement de s'ennuyer ou de trouver le temps long quand t'es tout seul, c'est aussi que ben, t'as pas de retour en fait, et que toi t'es toujours le nez dans le guidon, donc tu sais pas si ce que tu fais c'est bien ou pas bien, si le rythme est ok, si on comprend vraiment ce que tu veux raconter, etc. Et donc tout d'un coup d'être dans un collectif, ben, ça permet justement d'avoir ça, d'avoir un œil extérieur, et puis ça s'est mis en place de manière plus importante maintenant au cadet, mais d'avoir un retour de ta part, par exemple, ou d'autres personnes à qui on peut envoyer les storyboards, ou faire un point sur le scénario, ou des trucs comme ça. Et ça, c'est clair que ben, c'est carrément... c'est très très utile. Moi, je sais qu'au début, je pense que c'est le cas de pas mal d'auteurs, enfin, j'ai l'impression de voir ça chez les auteurs autour de moi quand je leur parle un petit peu, des gens qui arrivent dans le circuit, qui sont pas forcément... qui débarquent, tu vois. Je trouve qu'au début, en tout cas moi j'étais comme ça, on a du mal à entendre les remarques et les critiques de la part des uns et des autres. Mais quand bien même, ce seraient des critiques constructives. Mais tu vois, moi je me dis, à l'époque, je me souviens, tu passes, je sais pas, des centaines d'heures dans ta chambre à dessiner un one-shot, et puis il y a un mec qui va le lire en 7 minutes, et qui va te dire c'est nul. C'est nul, c'est mal dessiné, on comprend pas et tout. Donc, tu vois, c'est rude. Il y a l'ego qui rentre Bah là-dedans, quoi. ouais, mais bien sûr qu'il rentre l'ego. Et franchement, c'est difficile. Et puis en plus, toi, je sais pas, t'es super content de ce que t'as fait, t'y as mis beaucoup du tien, etc. Donc franchement, c'est pas évident. Et donc moi, j'ai mis du temps à laisser les gens me dire des choses sur ce que je faisais, sur mon dessin et tout. Et j'avais plutôt tendance du coup, à dire une bonne vieille excuse que tout le monde sort dans ce genre de situation, j'ai l'impression, les auteurs font beaucoup ça, de dire en gros, non mais c'est mon style. C'est mon style, t'as pas compris. Le fameux. Exactement, le fameux c'est mon style. Mais non, en fait, si personne comprend rien à ton style, c'est que ton style est pas bon. Et qu'il faut changer ton style. Mais bien sûr, c'est difficile, tu vois. Et t'as toujours un peu peur que ton histoire, elle soit polluée, ou elle soit pervertie par l'intervention des autres, et que du coup, c'est plus vraiment ton histoire et tout. Bon, mais en fait, moi, justement, le cadet, ce que ça m'a permis de faire comme expérience, c'est de voir que c'est pas du tout ça qui se passe, et qu'on peut me faire des retours sur mon œuvre, et je peux intégrer les retours, mais tout en les digérant, pour après, ben, les réapproprier et en faire quelque chose dans mon style, justement, mais qui n'est pas un style fermé sur lui-même. Mais il y a ça beaucoup aussi en France, j'ai l'impression qu'on a ça sur l'artistique, sur le créatif, énormément où on se dit ça va parasiter mon style, ou plutôt on dit aussi mon talent. Par exemple, tout à l'heure tu parlais des enfants en fait on a tous dessiné enfant, sauf qu'à un moment il y en a qui se sont arrêtés, il y en a qui se sont pas arrêtés. Et souvent ceux qui se sont arrêtés, bah, quand on arrive à la vingtaine, la trentaine, on dit à ceux qui dessinent bien, on leur dit punaise qu'est-ce que tu dessines bien, t'as beaucoup de talent, etc. Ouais. Alors qu'en fait la plupart du temps c'est juste des gens qui ont continué, que ça soit dans l'art ou dans
dans notre domaine, mais j'ai l'impression qu'on a cette méfiance-là aussi en France, où en fait, par exemple, pour prendre la situation que je connais un peu plus, mais au niveau du scénario et au niveau des scénaristes ou des jeunes scénaristes, qui se disent non, je ne vais pas lire de bouquins de méthode, ou je ne vais pas regarder des vidéos ou des conférences, etc., sur la méthode d'écrire, Mhm. de comment écrire ou savoir écrire des histoires, comment raconter des histoires, parce que sinon ça va parasiter justement mon talent, ça va parasiter mes idées, je vais plus être original, etc. Et je trouve qu'on a du mal avec ça, parce que justement en France, on a le truc de dire ah tu as du talent ou tu l'as pas. Et du coup, si t'as du talent, il faut pas que tu regardes des méthodes parce que t'as déjà le truc, c'est déjà acquis, etc. Et je suis en train de m'embourber dans quelque chose. Non, mais je suis assez d'accord avec ça, mais je pense que plus généralement, en fait, ça interroge sur la sorte de représentation qu'on se fait, mais qui est une représentation qui est valorisante en même temps pour nous, en tout cas quand on s'en sort, mais des représentations sur l'artiste. Comme justement un espèce de pur génie, tu vois, qui serait comme ça qui serait chez lui, et puis tout d'un coup, il a une espèce d'illumination, et tout d'un coup, il invente une C'est œuvre ça. d'art absolument incroyable. Sauf qu'en fait, c'est pas moi qui vais l'inventer là ce que je vais dire parce que c'est trop intelligent pour me l'approprier, mais je sais qu'il y a un mec que j'aime bien qui dit que en fait il faut repenser l'artiste comme un artisan. Mm. C'est comme un artisan qui fabrique des chaises, tu vois. C'est ça, Et et c'est du travail. mais bien sûr, C'est du... c'est des heures et des heures de travail à fabriquer des chaises. Non, Et mais puis c'est ça, voilà. mais on a Et dans la continuité, on pense aussi que et c'est pour ça qu'il y a des surtout les jeunes, hein, les jeunes artistes, enfin quand je dis jeunes, c'est pas forcément l'âge, hein, c'est quand on se met à créer, à faire de ouais. l'art, on se dit bah en fait je vais créer que quand j'ai l'inspiration et quand je suis inspiré. Et on croit que l'inspiration c'est quelque chose qui tombe, et donc quand on est un peu inspiré, bah vite on prend une feuille, on écrit les trucs, et ce qu'on écrit ou ce qu'on dessine c'est très très bien. Mhm. Et quand on n'est pas inspiré, non, il faut pas écrire, il faut pas dessiner, etc. Bien sûr, je vais pas retrouver le nom, mais il y a un auteur à propos de l'inspiration qui disait en fait, oui, l'inspiration existe, mais elle doit me trouver sur mon bureau entre 8 heures et 16 heures. Parce que Ouais, je suis mais tous les oui. jours sur mon bureau entre 8 heures et 16 heures. Donc, et ça, je trouve ça fort et je trouve ça vrai. C'est un travail, c'est justement l'artisanat, comme tu dis, c'est de la conception. Et c'est justement c'est des techniques, des compétences qu'on va acquérir et qu'on va développer et qui doivent justement qu'on doit répéter pour avoir une régularité, etc. Donc c'est un peu un conseil aussi, mais faites en sorte d'avoir un temps dédié pour ça. Il n'y aura pas d'inspiration qui va arriver, qui va repartir, etc. Si les idées sont bonnes, que vous soyez pardon, dans un moment d'inspiration ou pas, les idées sont bonnes, et ce que vous faites est bien, ou même si c'est pas bien, ça sera développé, ça sera amélioré par la suite, j'ai envie de dire. Oui. Mais après, tu vois, par contre, ce qui est vrai, c'est que là, moi, je me rends compte, ben, typiquement dans cette période qui est particulièrement intense pour moi au niveau créatif, puisque, enfin là, par exemple, je sors d'une semaine de vacances au mois de mai où j'ai pris, qui étaient des vacances, mais pas des vacances en fait, où j'ai dessiné pendant plus d'une dizaine d'heures par jour, où soit je dessinais, soit j'étais sur le scénario de Nekamendi, etc. Et, et justement, enfin, ça te met quand même dans des espèces de dispositions où tout d'un coup, je pensais, je mangeais mes Kamendi. Et donc, j'avais tout le temps mes personnages en tête. C'était tout le temps quelque part dans ma tête. Je pouvais pas penser, j'étais pas disposé pour penser à autre chose. Et donc, pour travailler, par exemple. Et c'est marrant parce que même là, quand je retourne travailler, parfois, il y a des moments où je me retrouve à penser à des scènes de mon manga. Et tout d'un coup, je reviens dans la réalité en me disant, oula, attends, repense à ce que tu es en train de faire. Mais pour dire que, donc, à la fois, évidemment, que il faut travailler, mais c'est bien la phrase de l'autre là, il faut que l'inspiration elle me trouve entre telle heure et telle heure, parce que tu te mets tu t'accordes du temps pour te mettre dans des dispositions pour être justement disposé pour créer, mais après ça vient ou ça vient pas, mais en attendant tu vas pas attendre comme un débile devant ta table, donc tu fais des trucs, tu travailles, tu dessines, tu travailles ta technique, tu apprends, bref, tu essayes. Alors, la phrase, d'après la petite recherche très rapide, viendrait de Pablo Picasso.
D'accord. Ah oui, c'est un mec c'est un peu connu, Un, Picasso, je crois. un petit peu. Donc la phrase Ouais. exacte, l'inspiration existe, mais il faut qu'elle vous trouve au travail. Ah bah ouais, très bien. Ça me va. Je valide. Je valide, Pablo. On lui dira. Pour revenir un peu plus du concret et Ouais. surtout à Mekamendi, donc là on va avoir le tome 1 qui va sortir avec la campagne de financement. Mhm. Mais toi, qu'est-ce que tu envisages pour la suite, pour la série en général? Parce que c'était une série. Ouais, c'est une série. Et j'imagine, pour l'instant, j'ai deux options possibles. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer, mais donc là, il y a un arc qui est en cours dans la série, et donc un arc narratif, qui va se terminer avec le tome 2. Et lui, il est assez clair dans ma tête, même si, bon, encore une fois, comme j'ai fait des petits ajustements, je pense que je vais devoir changer peut-être quelque chose, mais globalement, dans l'idée générale, je vois où je vais, et voilà, et ça aura lieu enfin, très prochainement, quoi. Je pense que ça va aller vite pour faire le tome 2. Après, j'hésite, enfin, j'ai deux projets en tête, j'ai donc deux autres arcs dans ma tête, et un arc qui serait l'arc final, et puis un autre que j'aimerais bien faire, mais je verrai en fonction de comment est-ce que je me sens au moment où j'en serai à cet endroit. Donc évidemment, ça va changer la taille de la série ou pas. Donc soit la série fera deux arcs, celui qui est en cours et puis un arc conclusif, soit elle en fera trois. Euh, voilà, donc évidemment, ça viendra changer son volume Et de en quoi ça nombre de dépend, tomes. ces arcs? Ça dépend de pas mal de choses. D'abord, ça dépend de l'enthousiasme pour la série. C'est-à-dire qu'en fait, justement, peut-être, je sais pas, j'en ai pas trop parlé, mais parce que je disais donc enfin, je repense à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'à une époque, ben, je dessinais des petits mangas pour moi et tout dans mon coin. Mais justement, c'est plus ça maintenant. Maintenant, je sens bien que d'être sorti de mon coin et puis d'avoir commencé à aller faire des dédicaces, ce que je disais tout à l'heure, ou des choses comme ça, ben, ça me donne envie quand même de partager autour de ma série. Que ma série soit lue. J'ai envie que les gens la lisent, j'ai envie que les gens m'en disent des trucs, qu'ils me disent si c'est bien, pas bien, ce qu'ils en pensent. Bref, j'ai envie de sentir qu'il y a quand même un certain enthousiasme pour la série. Donc ça va jouer un peu là-dessus, sur est-ce que ça va prendre? Est-ce que je vais sentir que vraiment il y a des gens qui la lisent et qui veulent la suivre? Et puis ça va dépendre pardon, de mon désir à moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et puis après ça va dépendre aussi de bon là c'est des questions encore à réfléchir de mon côté hein, mais de comment je m'organise pour ma vie future. C'est est-ce que je parce qu'en fait ça demande du temps et l'expérience que j'ai vécue là, ce que je disais tout à l'heure sur cette semaine que j'ai pris où j'ai dessiné du manga pendant 10 heures par jour. Euh, mais en fait, ça a été vraiment beaucoup de plaisir pour moi, qui est assez nouveau parce qu'en fait, Ah, j'avais c'était déjà pas. pu. On a des auteurs, pour pas le citer, par exemple, l'avant-dernier invité qui est MH, par exemple, où lui, des fois, c'est justement, c'est difficile quand il va passer sur une période de temps assez courte, plein d'heures à dessiner, etc. Où justement, plus il va y passer d'heures, bah, moins il va avoir de plaisir. Ouais. Toi, au contraire, c'est l'effet inverse. Là, tu as y passé beaucoup d'heures et ça t'a plu. Ouais. Alors après, ça a pas toujours été comme ça et honnêtement, je saurais pas trop dire. Enfin, si j'ai une petite idée, mais de pourquoi est-ce que là ça m'a plu alors que pas forcément. Je pense à une autre fois où j'avais participé à un concours pour manga draft. Et pareil, du coup, je faisais ça toute la journée. C'était justement en sortie de confinement, je travaillais pas et tout. Et donc, enfin, la dernière semaine, je crois, du confinement. Et donc, j'avais pu m'y consacrer pleinement. Et je m'étais dit, quand ça s'était terminé, on en avait discuté parce que j'avais fait des lives à l'époque et tout. Et on en avait parlé un peu. Et j'avais dit que justement, ça m'avait fait dire que je voulais pas être auteur pro. Bon, bah là, tu vois, ça me ferait dire l'inverse, ce qui s'est passé. Mais parce que je pense que tout simplement, le projet n'a rien à voir, et que de travailler sur Mekamendi, ça m'enthousiasme beaucoup plus que de travailler sur un one-shot random avec un héros que j'avais inventé 3 jours avant et que je connaissais pas. Là, je sens que, en fait, ça me fait plaisir d'être avec ces personnages et de les et j'allais dire de vivre avec eux mais ouais en tout cas de les avoir comme ça dans ma tête et de les mettre en scène et du coup comme il y a pas mal de scènes que, justement que j'aimerais pouvoir raconter avec eux
ben, je commence à me dire, il faudrait que je puisse dégager du temps, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre, quoi, c'est le temps et l'argent. Donc, mais en tout cas, ouais, je sens que ça a été pour moi beaucoup plus enthousiasmant que ce que ça avait pu être par le passé. D'accord. Et justement, dans ce que tu disais avec les personnages là tout de suite, mais aussi avant, tu disais que la question de l'être humain par rapport au robot était principale dans ton manga. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a des thèmes ou d'autres choses que tu veux mettre absolument dans ton manga qui te tiennent vraiment à cœur? Ben Ou des justement, scènes que tu as déjà, par exemple, en Alors tête? ouais, il y a des scènes que j'ai en tête, notamment la scène finale, enfin, en tout cas une bonne part de cette scène finale, peut-être même la dernière planche, quoi, que j'ai plus ou moins en tête. Après, justement, tout à l'heure, je disais, par exemple, la politique m'intéresse beaucoup. Pas la politique forcément au sens des partis politiques, mais de la politique au sens avec un P majuscule, la gestion de la cité, enfin des choses comme ça. Et surtout, une chose qui m'intéresse un peu en politique, qui m'intéresse beaucoup même, c'est la question des moyens. Comment tu fais pour atteindre tes objectifs? Et pour le dire d'une manière un peu grossière, est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que tu peux tout faire? Parce que tes intentions sont bonnes et que c'est pour le meilleur, donc tu t'autorises à tout faire. Et ça me pose pas mal de questions. Et en même temps aussi, parfois, ça me pose la question de est-ce que tu as le choix de choisir tes moyens? Là, je prends un exemple qui parlera du coup aux amateurs de manga, tu vois. Mais par exemple, dans l'attaque des Titans. Bah, en fait, moi, ce que je trouve trop fort dans l'attaque des Titans, c'est à quel point tu te rends compte que donc ils font tous des choses, des dingueries, hein, ils font tous des trucs horribles. Mais en même temps, est-ce qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils font? Ou est-ce qu'ils sont contraints par tout un tas de choses qui fait que s'ils ne font pas ça, voilà, je vais faire un gros spoil, donc s'il y en a qui n'ont pas vu, vous coupez la vidéo. Mais Vous avancez de une par minute. exemple, dans un moment, du coup, quand Armin et son pote, enfin, et toute la team, là, ils veulent aller sauver le monde et vaincre et rattraper Eren, qui est en titan originel, et ben, sur le port, Armin et j'ai oublié son nom, putain, Colin, j'ai oublié son blaze, putain, je suis désolé. Ils butent deux mecs, qui sont deux mecs avec lesquels ils ont été à la caserne, et qui sont des potes à eux. Et là, ils sont dans une situation, mais c'est horrible. S'ils les tuent pas, alors ils pourront pas sauver Eren, et Eren va détruire le monde. Donc pour sauver le monde, ils doivent tuer leurs potes. Donc c'est l'horreur. Mais est-ce qu'ils ont le choix de cette option ou pas? De ne pas tuer ces gens. Et du coup, voilà. Bon, bref, je trouve que c'est vraiment de mettre des personnages dans des situations à la fois absolument dramatiques et atroces, mais en même temps que je trouve vraiment très intéressantes. Et donc, moi, j'aimerais bien mon arc 2, j'aimerais bien qu'il se passe dans une ambiance comme ça, qui pose cette question de est-ce que tu as le choix des moyens que tu utilises? Est-ce qu'à des moments, t'es pas obligé d'aller faire des dingueries? Et puis tout ça dans une ambiance que je voudrais un peu politique, mais qui sera en trame de fond, ça serait pas la trame principale, mais ça serait un peu le décor, en quelque sorte, dans lequel ça se passerait. D'accord. Et est-ce qu'on peut finalement aussi, dans ce côté-là, est-ce qu'on peut tout faire pour une bonne cause, par exemple? Bah par exemple, ouais, exactement. Est-ce que c'est parce que c'est pour sauver le monde, ou pour le bien? L'idée que tu te fais du bien, t'as le droit de tuer des gens. Mm. Voilà. Très bien. Et pour continuer avec justement ce que tu nous disais, le fait d'avoir peut-être un peu plus de temps pour te consacrer au manga, que maintenant ça évolue, que tu es passé sur des conventions en dédicace, que tu vas passer en Mhm. dédicace avec le tome qui va sortir en version papier. Toi, c'est quoi tes ambitions en tant que maintenant qu'auteur de manga? Bah, en fait, je sais pas trop quelle forme ça prendrait, on va dire, sur le plan concret, matériel, c'est-à-dire en termes de combien d'heures je pourrais y consacrer, est-ce que ça doit être rémunéré, si oui, comment, enfin, même si évidemment, si je veux y consacrer beaucoup de temps, si je veux je sais pas, y consacrer la moitié de mon temps, par exemple, travailler à mi-temps et puis après le reste du temps dessiner, bon, bah, la question financière va se poser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon ambition, quand même, je dirais que c'est de finir mon manga. Alors après, est-ce que ce sera en deux ou trois arcs? Je ne sais pas. Mais peu importe. En tous les cas, c'est quand même d'aller au bout. Et sauf que donc j'ai une double ambition qui du coup m'oblige justement peut-être à revoir mes projets pour le futur. C'est que à la fois j'ai envie de finir mon manga et en même temps j'ai pas envie que ça me prenne 15 ans. Donc sachant que là, alors bien sûr c'était particulier, mais je dis que j'ai commencé en 2017. Donc je vais pas sortir un tome tous les 6 ans.
Sinon, on va pas s'en sortir. Donc, va falloir trouver un moyen d'aller vite ou d'aller plus vite parce que j'ai envie de la finir, mais j'ai pas envie d'y passer trop longtemps. Dans Donc, ton esprit, ce serait quoi? Ce serait quelle période de temps pour un tome? Par exemple, si tu peux imaginer déjà donc la fin de l'arc 1 qui serait le tome 2 pour toi, mhm. dans quel moment il faudrait le sortir? Ah bah j'aimerais bien faire un tome par an. D'accord. Ça me paraît pas mal. Ce qui est un bon rythme. Ce qui est un bon rythme et qui, je ne sais pas s'il est... En tout cas, je pense qu'il n'est pas tenable dans les conditions dans lesquelles je vis actuellement, parce que j'ai mon travail à côté. Mais donc ça m'obligerait à changer ça. Mais voilà, j'y réfléchis. D'accord. Maintenant, on va passer, si tu le veux bien, ou sauf si tu as d'autres choses à nous dire sur ton parcours, mais sinon, on peut passer à la dernière partie donc du podcast, de l'épisode, qui va être plus donc axé sur les conseils aux jeunes auteurs Ouais, ou les questions des lecteurs aussi. À commencer par justement là actuellement quand on enregistre, toi tu es en live sur Twitch, tu avances sur tes planches au ouais, traditionnel. tout à fait. Et donc en étant un auteur tradi, quel matériel tu utilises? Alors moi j'utilise bon, vraiment le matériel on va dire du japonais de base, hein. C'est-à-dire j'utilise un crayon à papier. Enfin déjà j'utilise des feuilles d'une marque, je sais pas si je peux donner les marques, mais Oui, vas-y. qui sont ouais, donc une marque délétère, euh, qui est une marque de matériel japonais de dessin, voire peut-être spécialisé dans le manga. Je sais pas s'ils font autre chose que du matériel pour le manga, mais peut-être que oui. En tout cas moi ce que je vois d'eux c'est à chaque fois pour dessiner des mangas. Donc notamment, par exemple, ils font des pages spéciales qui sont avec des marges et les fonds perdus et des choses comme ça. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est les fonds perdus? Ouais, tout à fait. Les fonds perdus, donc en fait, quand tu fais un dessin et que ensuite ça va passer chez l'imprimeur, et ben il y a le risque qu'il y ait une partie de ta page qui soit coupée sur les bords extérieurs de la page, d'à peu près 5 mm, je crois. Et donc, quand tu fais un dessin, bah, faut que tu fasses gaffe à ce que tu mettes rien d'important dans cette zone, parce que si jamais c'est découpé à l'impression, bah, évidemment, du coup, personne pourra la lire. Par exemple, simplement, tu mets pas des bulles, parce que sinon, on verra pas ton texte s'il est coupé. Donc voilà, et donc justement sur le papier que j'achète, ben, les fonds perdus sont indiqués. Et puis il y a d'autres indications assez intéressantes, notamment sur les bords de cases pour savoir, parce que quand tu imprimes pareil pour faire un manga, ben, à l'intérieur, t'as une zone au milieu de ton livre, de la reliure, la zone de la reliure, où ça tord la page, enfin elle est pliée, tu vois. Et donc, ben, tu peux pas lire ce qui se trouve dans cette zone. Donc pareil, là c'est indiqué, donc tu sais exactement où est-ce que tu dois ou pas dessiner des éléments importants. Donc, et puis en plus, c'est un papier assez grand. C'est un format B4, donc c'est plutôt confortable pour dessiner. Donc voilà, j'utilise ça. Après, j'utilise un crayon à papier HB pour faire mes dessins. Et puis ensuite, j'utilise une plume G avec de l'encre de Chine. Donc là, je fais quasiment le plus d'ancrage possible à la plume G. Mais sauf les décors, où là j'utilise des marqueurs avec des tailles différentes, parce que c'est important, déjà c'est plus simple, parce que ça évite le problème de l'encre qui sèche, etc. Mais en plus, au-delà de ça, c'est que ça permet d'avoir des traits qui sont vraiment très homogènes. Et donc, je vais avoir des personnages qui sont ancrés, c'est un peu plus organique, avec des traits qui changent de volume, etc. Et derrière, tu as un décor où tous les traits sont exactement du même relief, ce qui permet de vraiment faire une distinction. Quand tu vois la page, tu vois, à l'œil, tu sens la différence entre le décor d'un côté et les personnages de l'autre. Et puis, enfin, après, je scanne avec mon scanner. Et puis, j'ajoute les trames avec Clip Studio Paint et, euh, et les textes. Et puis, éventuellement, je peux ajouter des couleurs aussi. Maintenant, j'utilise Clip Studio pour faire la couleur. Mais ça m'arrive aussi d'utiliser parfois les Copic marqueurs traditionnels. Enfin, à la main, quoi. Et quel conseil t'aurais à donner à ceux qui dessinent au tradi? À ceux qui dessinent au tradi, ah là là. Déjà, je leur dirais continuez. Continuez parce que vraiment, moi, s'il y a quelque chose que j'adore et que je trouve qui n'existe pas au Digi, c'est quand même quand tu as terminé une planche, quoi. T'as Euh, le produit fini, le résultat. bah ouais. Et c'est cool, hein, enfin, parfois, quand je fais, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais quand je fais une illustration couleur, par exemple, bon, bah, quand même, je trouve que le résultat final est cool et ça me fait plaisir de voir l'illustration que j'ai réalisée. Je suis content. Mais c'est pas pareil que d'avoir la planche devant soi.
Et d'ailleurs, je trouve que pour les quelques fois, là, ça a pu m'arriver quand je allais présenter des planches en convention ou etc. Et notamment, il y avait des collègues du cadet qui avaient lu mon manga et qui voient les planches en vrai. Ben, ça fait quand même pas la même chose, quoi. Ouais. Quand tu vois la planche scannée, c'est quand même pas pareil que d'avoir la planche devant les yeux, quoi. Il y a vraiment une différence. Et voilà, et donc ça, moi, je cultive ça à fond. Et en plus de ça, pour ma part, mais après, c'est peut-être parce que je maîtrise pas très bien les outils non plus, hein, mais je trouve que maintenant, j'ai changé de matériel informatique, j'ai une tablette numérique de meilleure qualité qu'auparavant. Mais je trouve que je gagne pas du temps. Même je perds du temps quand il s'agit de faire de l'ancrage, par exemple. Je gagne du temps pour faire du crayonné, mais par contre, je perds du temps pour l'ancrage. Donc, je préfère rester au tradi. Et en plus, tu offres tes planches sur un pack de la campagne. Ouais, alors je les offre, oui et non, parce que il faut faire un don d'une certaine somme. Mais oui, il y a des planches parmi les contreparties et qui est vraiment un truc cool parce que là aussi, en fait, moi, j'avoue, quand je pense à la contrepartie, je me dis qu'est-ce que moi, il me ferait plaisir en tant que lecteur, qu'est-ce que j'aimerais voir dans une contrepartie Ulule. Et les planches, je trouve que c'est vraiment un truc cool. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup regarder des planches originales ou d'imaginer qu'est-ce que ça doit être la planche de manga qu'on peut lire avec des trames dans tous les sens et tout. J'adorerais voir un truc comme ça. Je sais qu'il y a une expo là sur les planches d'Isayama, par exemple, je parlais de l'Attaque des Titans. Vraiment, j'aurais beaucoup aimé voir ça. Et donc voilà, je me suis dit, ben, je trouve ça cool de permettre aux gens d'avoir des planches. Et en plus avec des trames, parce que du coup, c'était un peu un projet que j'avais depuis un certain temps, que j'ai réalisé là il y a pas très longtemps, mais de faire un manga, un one-shot, vraiment qui pourrait se lire, mais 100% traditionnel. Donc avec les trames posées à la main, les textes écrits dans les bulles et tout. Et donc j'ai fait ça, bref, pour un projet annexe. Mais je me suis dit, vas-y, j'aimerais bien que pour mes Kamendi, je vais faire ça aussi. Je vais, dans les packs des contreparties, il y aura des planches originales avec les textes et les trames que j'ajouterai à la main. Et je trouve que c'est un beau cadeau. Très beau cadeau. Et pour rester dans les jeunes auteurs aussi, quel conseil tu donnerais à des jeunes auteurs, puisque toi justement tu as tout fait, tu as fait des one-shots que tu as gardés ou que tu as publiés, tu as participé à des concours. Est-ce que tu leur proposerais de faire ça? Est-ce que tu leur dirais plutôt d'aller sur le fait de faire des dossiers et d'envoyer directement aux éditeurs? Est-ce que tu leur dirais de partir sur une première série, de la publier sur Internet? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Ouais, alors moi j'ai un fonctionnement quand même assez scolaire. D'ailleurs, j'ai failli à une époque faire truc de manga, là, une école de manga. Bon, finalement, j'ai pas fait ça, mais alors que bon, aujourd'hui, je pense que je conseillerais plus ça, hein, mais parce que j'en ai beaucoup entendu parler aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, moi, ça m'intéressait plus ou moins. Et ouais, parce que j'ai un fonctionnement très très scolaire. Donc moi j'aime bien apprendre, où je vais regarder des tutoriels sur internet, j'achète des livres qui expliquent comment faut faire ceci, cela. Bon, au final j'en retiens pas forcément grand chose, mais je pense que quand même ça me met dans une espèce de dynamique particulière qui moi me satisfait. Donc pour ceux qui ont des profils comme ça, moi je leur inviterais à faire pareil. Allez regarder, franchement aujourd'hui sur internet vous trouvez des tutos pour à peu près tout. Il y a vraiment des choses très très intéressantes. Il y a des podcasts quand... Il y a des podcasts par exemple, vous écoutez le Keep on Talk. Je pense que c'est vraiment. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce genre de truc. Après, sur le plan plus pratique ou concret, ouais, moi, ce que je leur conseillerais de faire, ça rejoindra un peu ce que je disais tout à l'heure, mais déjà, oui, je pense, faites des one-shots. Faites des one-shots à fond pour apprendre à raconter une histoire du début à la fin. Une histoire qui a un début, un milieu, une fin. Je pense que c'est vraiment important. En plus, je trouve que c'est gratifiant. Encore une fois, quand tu as fini ton histoire, tu es content. Alors que quand tu te pars dans des trucs fleuves qui font 60 tomes alors que tu les finiras jamais, bah en fait, c'est un peu chiant parce que forcément, t'es confronté à l'échec. Tu vas abandonner ton histoire. Donc, c'est dommage. Et alors que le one shot, ça a cet avantage une fois que c'est terminé, ouais, encore une fois, c'est gratifiant. Et en plus, du coup, ça se fait lire. Ce serait le deuxième point. C'est vraiment, je pense que s'il y a un truc essentiel, même si je sais que c'est difficile, j'en ai parlé tout à l'heure, au niveau de l'ego et tout, mais vraiment, il faut ouvrir, quoi. Il faut faire lire, il faut aller chercher des retours de gens qui, à la fois, sont un peu dans le domaine, mais aussi des gens qui n'y sont pas du tout, qui connaissent rien au manga et qui peut-être vont lire et vont dire, ah, franchement, j'ai rien compris. Et c'est rude, hein, mais je pense que vraiment, faut passer par là, quoi. Je pense que c'est vraiment important. Euh, et ouais, après, les concours, bien sûr, je pense que c'est aussi un bon truc, parce que mine de rien, là aussi, c'est pareil, parfois, on peut avoir un peu du mal avec les concours, parce qu'on a l'impression que c'est contraignant.
t'as une date, t'as un nombre de planches limité, t'as un thème qui est imposé et tout. Mais justement, en fait, la contrainte, c'est aussi parfois quelque chose qui Libère peut, la mais bien créativité. sûr, qui libère la créativité. Il y a un jour, j'ai eu cette réflexion dans un cadre particulier, dans une discussion, où en gros, la personne me disait, le cadre ou la contrainte, par exemple, un thème imposé ou un nombre de planches imposées, etc. En fait, il faut imaginer que c'est comme le cadre d'un tableau ou le cadre d'une toile. Et en fait, s'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de tableau. Et ça ne bride pas la créativité de l'auteur, au contraire. Il a besoin de ce cadre pour ensuite, dans ce cadre, il va créer, il va inventer un tableau, mais du coup, il y a déjà un cadre qui est délimité. Sa toile, elle fait pas, il va pas dessiner sur un mur qui fait une taille infinie. Sinon, c'est impossible, t'as jamais fini. Enfin, tu vois, tu peux pas te lancer. Donc, au contraire, il faut un cadre. Alors, parfois, tu peux t'imposer ton cadre à toi-même. Tu te dis, je fais des one-shots, et puis un coup, je vais faire un one-shot avec, moi, je m'étais dit ça, je vais faire un one-shot, mon personnage principal sera un personnage féminin. Parce que je sais pas dessiner les meufs. Bon, bah voilà, c'est un truc à la con, mais je me suis imposé ça. Puis après, je vais faire un one-shot qui se passe dans un univers médiéval, parce que j'ai envie de dessiner des armures. Et ainsi de suite. Bon, tu t'imposes des trucs comme ça, ou alors tu vas chercher des impositions qui viennent de l'extérieur. Les deux d'ailleurs ensemble, c'est pas mal. Donc, et voilà, et après, bah, tu travailles moi par exemple au Keep on Dream, donc les chapitres, ils font pas 150 pages, et puis il faut qu'ils se terminent par une page de droite. Enfin, c'est des trucs à la con, hein, mais voilà, ça te permet de contenir. Et c'est dans ce cadre que après tu peux exprimer ta créativité. Donc faut faire lire. Et de toute façon, après, tu auras un cadre. Si tu es chez un éditeur, bah, il faudra forcément Mais bien les sûr, planches paramétrées, etc. Mais il faudra aussi des deadlines, il faudra aussi envoyer des chapitres, etc. Si tu es en auto-édition, bah, c'est pareil. Ton tome, il va pas faire, à part si tu veux vraiment casser les codes, mais il va pas faire 500 pages. Va falloir choisir un nombre de chapitres, va falloir choisir une jaquette, une couverture, etc. Donc il y a tous ces trucs-là aussi. Il y a Ellie dans le chat qui nous dit que par exemple pour les jeunes auteurs, ce qui est bien aussi, c'est les événements du type 24 heures de la BD, ouais. qui permettent de faire aller une histoire du début à la fin, quoi. Ouais, carrément. Moi, j'avais participé une fois, bah, c'est une bonne remarque. J'avais essayé de participer une fois aux 24 heures de la BD. Euh, mais c'était un peu au début, bah, c'était pendant ma période où j'ai commencé à dessiner ce que je racontais tout à l'heure, tous les one-shots et tout. Et juste avant de faire le Dream Maker, pour intégrer le Keep on Dream. Et bah, par exemple, j'ai pas du tout réussi. J'ai pas du tout réussi à aller au bout du projet, mais parce que je me suis lancé dans un truc qui était beaucoup trop ambitieux par rapport au délai qui m'était imposé. Et d'une certaine manière, j'ai pas joué le jeu en fait. J'ai fait un one shot comme j'aurais eu envie d'en faire, mais si j'avais eu un délai d'un mois. Mais donc, bah, évidemment, ça n'a aucun sens pour les 24 heures BD. C'est pas du tout l'esprit. Et quand j'ai lu après, à l'époque, il y avait quelques auteurs que je suivais un peu, des amateurs, et j'avais vu qu'ils y avaient participé, et j'ai regardé un peu leur production. Et ils étaient partis sur des trucs, mais qui avaient rien à voir, mais qui respectaient beaucoup plus, enfin, qui étaient cohérents par rapport au thème, et qui les avaient obligés à sortir de leur zone de confort. Tu vas pas faire un shonen neketsu pendant les 24 heures de la BD, c'est pas possible. Tu n'as pas le temps, donc tu es obligé de trouver un autre truc. Mais bon, moi, à l'époque, j'avais pas voulu vraiment jouer le jeu. Mais voilà, en tout cas, pour dire que c'est un très bon exemple de truc qui, à la fois, t'impose un cadre, mais en même temps, je pense qu'il te fait beaucoup avancer sur le plan créatif. Et comme tu le disais tout à l'heure, qui te fait avoir un résultat aussi à la Mais fin, oui, quoi, et un point donné de ton travail à ce moment T, quoi. Et t'as un point de comparaison avec ce que tu vas faire avant, enfin ce que t'as fait avant et ce que tu vas faire après. ouais, exactement. Et tu nous parlais de Bleach et Shaman King au début. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi tes mangas préférés? Et est-ce qu'il y a des auteurs aussi, pas forcément japonais, mais des auteurs français ou des auteurs indés que tu lis, que tu suis? Ouais. Alors, en ce moment, moi, je lis moins de mangas, beaucoup moins qu'avant. J'ai eu ma période faste, c'était quand je faisais mes études, puis un petit peu au lycée, où j'ai découvert bah, les classiques de l'époque, quoi. Mais ensuite, dès que j'ai commencé à dessiner, en fait, j'ai commencé à moins lire. Je pense que c'est un peu étrange, mais je sais pas, déjà j'avais moins le temps, j'avais envie de faire d'autres trucs. Et puis, ouais, mine de rien, des séries, enfin, il y en a tellement qui sortent tout le temps, ça prend quand même beaucoup de temps, et donc moi, je préférais dessiner que d'en lire. Puis j'ai commencé à lire surtout les trucs des auteurs français, parce que j'ai voulu me renseigner sur ce que ça faisait et soutenir un peu
les collègues. Après, dans ce que je lis, alors, donc Shaman King, pour moi, c'est mon manga préféré, donc là, je le relis. Ça m'arrive de le relire de temps en temps, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais voilà. Après, ce que je lis en ce moment, je lis Blue Period, que je trouve vraiment bien, qui est un manga sur un mec qui fait une école d'art, qui est vraiment un manga très sympa, très différent de ce qu'on a l'habitude de lire. Je lis aussi, le nom m'échappe évidemment, L'Atelier des Sorciers, que je trouve très cool. Pareil, qui sort quand même du lot par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire, et puis graphiquement, c'est vraiment d'un niveau tout à fait exceptionnel. Et puis après, sinon, je lis évidemment les auteurs français amateurs qui sont comme moi dans le circuit, les auteurs du cadet en priorité. Après, je lis Dôme, Rage, voilà, je sais pas s'ils sont déjà passés par là, mais je crois que oui pour Mimo. Ouais. Donc je lis leur travail. Et puis je lis les auteurs français aussi connus. J'essaie d'acheter à chaque fois qu'il sort un truc en France par un auteur édité, je lis. Donc Géraud ou Ziad, je me souviens pas de son nom, excusez-moi, je m'excuse pour lui. Ziad, donc Z Ziad. de Space Punch. Ouais, exactement. Et puis après, ce que je lis aussi, on va dire les classiques du manga français maintenant, à savoir Radiant et Dreamland. Et Radiant, je pense que c'est vraiment d'un très très haut niveau. Qui m'inspire beaucoup en ce moment. J'ai beaucoup relu Radiant pour comprendre un peu comment il avait construit son histoire, ses chapitres, la narration, etc. Quand j'ai retravaillé des chapitres de Mecha Mendy. Et ça m'a beaucoup inspiré. Enfin, je trouve ça vraiment très très bien fait. Et on me dit dans l'oreillette que tu as un fanart de Mendy par Tony Valente. Ouais, exactement. Ça c'est vraiment un truc de fou. C'est mon frère qui m'a offert ça. Parce que mon frère travaille... il est journaliste. Donc il travaille à la radio. Et un jour, il a eu l'occasion d'interviewer Tony Valente, qui était de passage à Paris pour la Japan Expo. Et donc, bref, il l'a interviewé dans le cadre de son travail, mais en même temps, il lui a montré vite fait des planches de Mecha Mendy sur Manga Draft, et il lui a demandé de faire un fanart. Et donc, il m'a fait un fanart, ce qui est absolument incroyable. Donc là, j'ai chez moi ce fanart de Tony Valente qui représente Mendy. Super. Et ben je pense qu'on a, en plus on termine sur une sur une belle anecdote, mais je pense qu'on a à peu près, on a fait un grand tour quand même. Ouais. Est-ce que toi il y a des choses sur lesquelles t'aimerais revenir, ou alors sinon on peut conclure tout tranquillement cet épisode? Ben non, j'ai envie de dire participez à la campagne si vous arrivez dans les temps. Si le 3 juin n'est pas encore passé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Ulule pour checker la campagne et j'espère que ce que j'ai dit vous aura intéressé et donné envie d'en savoir plus. Et pour soutenir, soi-même, enfin voilà, pas obligé de faire un gros don, hein. Il y a des packs très imposants, mais il y a aussi des packs qui le sont moins. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez, soit à soutenir, soit à partager. Et voilà, vous êtes arrivé à la fin de ce Keep on Talk. Merci beaucoup, j'espère que l'interview vous a plu. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup nous aider. Et pour ne pas rater le prochain épisode, profitez-en pour suivre le Keep on Dream sur les différents réseaux. Je vous dis à très bientôt en live sur Twitch ou alors directement dans le prochain épisode. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de croire en vos rêves.